Bonjour à tous et puis merci d'être présents aujourd'hui. Dans le cadre de notre collaboration avec l'Université Paris 13 et notamment Pépite, nous présentons finalement voilà, les startups à succès du moment sous différentes thématiques. En fait, le but de ces présentations, c'est de permettre aux futurs porteurs de projets et même aux start-upers d'avoir un petit peu de retour d'expérience de la part de ceux qui ont réussi. Aujourd'hui, on a avec nous Benjamin Vanoun, du Bureau français. Il faut savoir que Benjamin est un exemple de réussite. C'est quelqu'un qui fait du buzz voilà, sur la télé et puis sur les réseaux sociaux, sur la radio. C'est quelqu'un aussi qui a une histoire à raconter parce que derrière un succès, il y a bien évidemment tout un historique. Et finalement, le processus de l'innovation, ça passe aussi par des échecs et c'est cette capacité à se relever qui fait qu'au final, on tend vers le succès. Donc voilà, Benjamin Vanoun, du Bureau français. Merci de m'avoir invité. Je présente mes excuses pour le petit retard. C'est aussi ça la startup, c'est que comme on fait beaucoup de choses, et si vous êtes amené un jour à développer votre entreprise, il faudra mettre les mains dans plein de trucs. Et donc, la journée parfois n'est pas assez longue pour tout placer. Donc, je vous présente mes excuses pour le démarrage en retard. Alors, on s'est rencontrés avec Startup World à l'ESSEC parce que moi, j'ai fait un executive MBA à l'ESSEC en 2014 et ça m'a remonté le désir d'entreprendre à fond les ballons. Et donc, j'avais un super poste dans une très belle boîte mais j'étais très jeune à mon compte. J'avais monté mes sociétés que j'ai vendues à un groupe. Je suis reparti, j'ai remonté une autre société que j'ai revendue au même groupe. J'ai travaillé pour eux pendant quasiment une dizaine d'années. Et c'est eux qui m'ont payé un executive MBA pour me prédestiner à prendre la direction d'une filiale, d'un pays. Et ils ont bien fait pour moi et peut-être pas super bien fait pour eux parce que quand j'étais assis sur le banc comme vous dans un cours d'executive MBA, je pensais qu'il y a une chose, c'est de dire allez, on y va, il faut que je retourne, il faut que je lance ma startup. Et donc, dans le cadre de l'ESSEC, on m'a demandé de venir raconter comment faire comment on décide quand on doit innover dans un domaine, ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, quelles sont les règles, quelles sont les choses qu'il faut écouter pour se lancer, y aller et peut-être ne pas se tromper. Alors, évidemment, quand on veut lancer un produit, une des premières questions que l'on peut se poser, nous, notamment, on n'est pas un service, on a un véritable produit, c'est est-ce que ce produit plaira? Deuxièmement, si ça plaît, c'est déjà une bonne chose, parce que les gens peuvent dire ouais, c'est chouette, c'est super et tout, mais le véritable baromètre unique et ultime quand on lance une startup, c'est est-ce que ça se vendra? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter, pour payer pour ça? La question tout de suite qui vient, c'est est-ce que moi je suis légitime pour lancer un produit, un service, quelque chose sur ce marché, alors que dans mon métier à moi je suis audioprothésiste et ingénieur acousticien, et j'ai décidé de me lancer dans les vibrons, je n'avais aucun historique, vraiment aucune légitimité. Donc, est-ce que le personnage qui porte le projet, est-ce que je suis légitime pour aller dans un marché où je suis vraiment from scratch, vraiment à zéro? Et donc, y a-t-il une méthodologie robuste qui, à défaut de garantir un résultat, parce qu'on sait que dans la vie, rien n'est sûr, limite au moins les risques d'erreur? Est-ce qu'il y a des façons de réfléchir, d'écouter les consommateurs qui n'existent pas encore sur ce marché pour être sûr que ce que l'on va proposer, c'est à peu près dans les clous? Conclusion, j'en sais rien. Voilà, je pourrais presque m'arrêter ici et vous dire, j'en sais rien. Parce que je ne suis pas prof, je ne suis pas chercheur. Mon exemple est un exemple parmi d'autres. Si vous êtes start-upper, il faudra écouter beaucoup de gens qui vous raconteront chacun leur expérience avec des résultats différents, avec des idées différentes. Donc, je ne peux pas vous donner de conclusion. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des bouquins, si vraiment c'est un sujet qui vous inquiète, parce que vous voulez lancer quelque chose de très novateur. Il y a un bouquin qui s'appelle Will It Fly? En gros, est-ce que Will It Fly en anglais, c'est-à-dire est-ce que ça va fonctionner? Et si vous voulez un peu regarder des trucs sur YouTube, il y a énormément de gens qui racontent tout ça et qui disent comment savoir si mon idée est bonne. Alors moi, évidemment, comme je ne suis pas prof, je vais vous parler des problèmes que nous, on a rencontrés et puis je vais vous proposer de suivre avec moi un peu l'aventure du biberon français, pas à pas. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un parmi vous connaît le biberon français? Est-ce qu'il y a des gens qui nous connaissent? Ah, ça passe peut-être que vous avez eu l'invitation et que vous avez regardé un peu sur les réseaux sociaux. Je sais pas, j'ai croisé ça quelque part. Ah aujourd'hui, hier peut-être, alors pour le 1er avril. Non, mais ils sont notamment à Toys R Us, donc voilà, si jamais… Ah, alors on est dans beaucoup d'endroits. Ils sont à la Galerie Lafayette. Ah oui, on est dans beaucoup d'endroits, mais… Bon, c'est bien, si vous avez déjà entendu, mais ça veut dire qu'on a tout à construire encore en termes de notoriété, et puis à la fin, je vous raconterai la campagne qu'on a fait hier, qui a fait beaucoup parler.
Alors, les problèmes que l'on rencontre quand on a envie d'innover dans un domaine, c'est que les spécialistes d'un domaine à qui on peut poser les questions sont hyper conditionnés par ce qu'ils connaissent. En tout cas, nous, on la rencontre, on a vécu ça. Quand on va voir quelqu'un avec une idée novatrice et que l'on va voir quelqu'un justement qui s'y connaît, qui est dans le domaine, nous, dans le domaine des biberons, des gens qui fabriquent des biberons ou des gens qui en vendent, évidemment, ils sont hyper conditionnés par ce qu'ils ont l'habitude déjà de faire. Et ça, c'est difficile parce que quand on veut innover, sortir un peu des clous ou peut-être sortir carrément de la route, c'est pas toujours facile de savoir si leur jugement dépend pas un peu trop de leur propre expérience. Deuxièmement, les spécialistes, ils écoutent principalement d'autres spécialistes. Là, on revient à la question de la légitimité, qu'ils considèrent légitime. Et c'est logique. C'est-à-dire que si vous avez un super succès dans l'automobile et que vous êtes, je sais pas moi, à Tesla et que vous venez, on pose des questions à Tesla, évidemment, ça a plus de poids que si vous venez voir Benjamin Banoun que personne ne connaît du bataillon. Les consommateurs, quand on les interroge, sont hyper conditionnés par ce qu'ils connaissent déjà. Je ne sais pas si vous connaissez la citation d'Henry Ford, alors je vais la paraphraser. Il a dit aux consommateurs ce qu'ils voulaient, ils auraient rajouté plus de chevaux aux calèches. Donc évidemment, quand on est habitué, le consommateur lui-même n'est pas toujours mais en gros, le consommateur dans la masse, tant qu'on ne lui a pas proposé quelque chose, il ne sait pas trop si c'est pour lui ou pas. Et en même temps, si on n'écoute pas du tout les consommateurs, on peut aussi faire n'importe quoi. Les proches sont souvent soit trop bienveillants, c'est hyper dangereux, c'est-à-dire que la famille vous dit « ouais, c'est vas-y, t'es sympa, c'est une bonne idée, c'est top ». Ça peut vous enfoncer dans le mur avec une idée qui n'a aucune chance d'y arriver. Ou alors facilement trop critiques parce qu'ils ont peur, c'est-à-dire qu'ils se disent « et si tu te lances, pourquoi tu ne prendrais pas un boulot, truc, et puis tu avais un super poste, pourquoi est-ce que tu renoncerais, etc. » Donc, il y a de l'affect qui peut rentrer dans les réponses que vont faire les proches, mais l'exercice très critique, c'est un excellent exercice. Il est beaucoup plus valable et beaucoup plus porteur que celui qui vous dit « ouais, vas-y, c'est super, top, je te soutiens, on y va à fond ». Mais c'est un peu dur pour la motivation. Et mine de rien, quand on entreprend, peut-être que ça, c'est la règle la plus importante que je pourrais vous donner de mon expérience, il faut être capable de garder une motivation en or. Et pour garder la motivation en or, ou en béton, ou comme vous voulez, on ne peut pas toujours le faire tout seul. Il faut être un peu entouré de la famille, d'un partenaire. Il faut garder ce truc où de temps en temps, quand les emmerdes arrivent, et je crois que c'est Chirac qui disait qu'elles arrivent en rafale, il faut quelqu'un qui vous rebooste un peu le moral. Et ça, c'est hyper important quand on innove et qu'on entreprend dans un domaine où on ne vous attend pas. Je sais qu'on en entend souvent parler, on a vraiment l'impression que ce n'est pas très concret, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et pourtant, il me semble, moi, que c'est essentiel, parce que quand on commence à avoir peur, à se prendre la tête, à rentrer dans des « est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que j'y arriverai demain? » etc., on commence à perdre cette énergie qui fait que, on va voir de nouvelles boutiques, on tente des nouvelles choses, on fait une nouvelle campagne, on améliore son produit. Donc, la motivation, si en vous êtes un killer, tant mieux, gardez ça tout le temps. Un killer de motivation, pas pour tuer les gens. Mais si vous savez que de temps en temps, vous avez des coups de mou dans la vie, dès le début de la startup, essayez de vous trouver des points d'ancrage pour que la motivation, de temps en temps, elle remonte. Et alors enfin, moi, je pense que ça, c'est le truc le plus dur pour moi, c'est qu'on a tous entendu des gens venir avec des idées qui nous semblent à nous complètement farfelues, alors qu'eux, ils sont hyper convaincus, parce qu'évidemment, ils sont dedans, d'un coup, ils dorment avec ce truc, plus ça va, plus ils sont convaincus à nouveau que leur idée, elle est géniale. Et ils sont même prêts à hypothéquer la maison et il y a même des gens qui sont complètement ruinés et entêtés toute une vie autour d'une idée qui n'a jamais fonctionné. Et alors ça, quand on rencontre des gens comme ça, c'est dur. Quand on rencontre des gens qui ont ce type d'idée, c'est dur parce qu'on se dit d'abord, ça peut faire peur. Et puis deuxièmement, on se dit, est-ce que moi aussi, je suis peut-être ce farfelu qui s'ignore parce que j'y crois tellement et je suis tellement motivé. Alors, comment savoir? Enfin, je pense que, en gros, le doute ne vous quittera jamais, 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 tant que le produit lui-même ne sera pas vendu et revendu avec du succès, etc. Il faut garder ça en soi. Et c'est pas parce qu'on a un doute qu'il faut pas y aller. Je crois que c'est Guillaume Gibault, le PDG du Style français, qui dit « j'ai peur mais j'y vais » ou « j'y vais mais j'ai peur ». Je crois que c'est dans ce sens-là. Que je revois demain matin d'ailleurs, qui nous donnait des conseils pour la marque et qui dit voilà, la peur et le doute, ça fait partie consubstantielle de ce que c'est que innover, entreprendre. Donc, ce que je vous propose, c'est donc pas un cours, c'est une sorte de retour vers le futur, parce que vous avez la chance, mais pas moi, que vous ne connaissez pas la marque Le Biberon Français. Et donc, je vais vous raconter le développement et l'historique et comment on s'est lancé. Et puis, vous allez m'aider à prendre des décisions dans ce que nous avons fait. Et puis après, on verra si vous avez eu des bonnes ou des mauvaises, ou si les nôtres ont fonctionné ou pas. Alors, le point de départ, je sais que ça fait un peu storytelling, mais c'est la vérité, et je le garde et je le jetterai jamais. C'est le calepin Oui-Oui de mon fils. On est parti en Italie il y a 12 ans. Donc, on voit bien que c'est le calepin Oui-Oui de mon fils. C'est-à-dire que c'est pas un truc super rare.
Et une nuit de vacances en Italie, on est parti avec plein de biberons avec ce premier enfant, parce que quand on a un premier enfant, on est complètement hystérique, un peu paniqué, on a peur de manquer, de pouvoir les stériliser, etc. Et donc, on a pris un sac rempli de biberons. Moi, je me suis dit, c'est pas possible, on est en train de payer un billet d'avion à des sacs, un sac de biberons. On trimballe de l'air, il y a un truc vraiment à améliorer. Et je fais une journée du roller, je ne raconte pas toujours, mais enfin bon, c'est pas grave. Je mets des protections parce que dans le club vacances où j'étais, c'était obligé. Ces protections n'étaient pas désinfectées et la nuit, je me chope une gratouille infernale. Le mec d'avant a dû me contaminer avec un truc de fou et je dors pas de la nuit. Et ça me gratte et ça me gratte et je prends des douches glacées en vacances. Et puis d'un coup, tout le monde dort, je peux rien faire. Je chope quelqu'un, Louis de mon fils, et je commence à avoir une idée des biberons. Et je dessine là 3 des brevets que j'ai déposés dans celui du biberon gigogne. Et au début, on ressemble à ça. Donc, vous ne voyez pas grand-chose, mais on voit que c'est un petit truc moche, une petite idée. Donc, l'autre peut-être suggestion que je pourrais vous donner, c'est garder un smartphone, un bout de papier, un truc. De temps en temps, quand vous avez des idées, vous les notez, vous les mettez un peu de côté, vous les reprenez un peu plus tard. Certaines, vous allez dire, ah, c'est génial. D'autres, vous allez dire, bah non, à ce moment-là, j'étais un peu chaud bouillant parce que j'avais bu ou parce que j'avais fait d'autres trucs. Peut-être que ce n'est pas une bonne idée, mais il faut se les noter et il faut les enrichir comme ça. Et donc, le point de départ, c'était de dire comment on peut faire pour optimiser l'espace, pour compacter des biberons les uns dans les autres. Et ça m'a créé une excitation. Je me souviens de cette nuit-là, j'avais une sorte d'excitation. J'ai dû sécréter de l'endomorphine, je ne suis pas capable de vous le prouver, mais j'étais complètement dans une frénésie et je redessinais, je me levais, j'en dessinais d'autres et j'essayais de me recoucher. Donc, l'excitation créatrice, elle est hyper jouissive, mais du coup, elle est hyper dangereuse parce que c'est hyper stimulant d'avoir une idée. D'un coup, on se croit malin, on pense que ça va être chouette, que ça va être formidable, et donc on s'auto-entretient avec un certain plaisir créateur. Si vous êtes des innovateurs ou si vous lancez une start-up, forcément, vous serez dans cet état d'esprit à un moment, si vous n'êtes pas déjà dedans. Et puis, c'était un besoin de ma vie perso, c'est-à-dire que moi, je me suis dit, si je peux créer ce truc-là et que ça va me servir à moi, mais forcément, ça va faire écho chez d'autres gens. Alors, c'est vrai, c'est faux à la fois. C'est vrai, parce qu'un besoin personnel, forcément, ça fait écho chez des gens, mais ça peut faire écho chez une petite minorité de gens qui me ressemblent. Et ça, encore une fois, c'est le doute permanent sur l'innovation. Donc, c'est une super motivation de créer un produit que l'on sait que peut-être on pourrait utiliser pour ses propres enfants, mais c'est aussi vachement dangereux. Alors là, je peux vous donner peut-être la seule règle qu'il faut absolument respecter si vous voulez innover, que ce soit dans un produit ou dans un service ou dans un logo, dans un nom de marque, c'est qu'il faut avant toute chose aller faire une recherche d'antériorité à l'INPI. Parce que ce monde est vaste, des gens, de plus en plus, le monde de la start-up fait rêver de plus en plus de monde. Il y a forcément des gens qui travaillent sur des sujets à peu près proches, similaires ou connexes sur des choses sur lesquelles vous avez envie de travailler. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire, que vous ne pouvez pas le faire mieux, que la petite différence que vous allez apporter ne sera pas l'élément déterminant qui fera le succès de votre entreprise, mais il faut absolument passer par une recherche à l'INPI. Alors, je ne connais pas de méthode excellente pour le faire. Vous pouvez passer par des cabinets qui font des recherches pour vous. C'est hyper cher. En général, dans la startup, on n'a pas envie de jeter son fric là-dedans. Donc, vous pouvez jeter vos nuits là-dedans. C'est-à-dire que vous allez sur le site de l'INPI et vous commencez à taper des mots-clés autour de votre produit, idée, logo, macaron, peu importe ce que c'est. Si c'est un objet physique que vous voulez créer, dès que vous trouvez un brevet qui commence à être plus ou moins proche de ce que vous voulez, vous descendez tout en bas et il y a une notation de ce brevet pour dire si lui-même n'est pas déjà à peu près proche à quelque chose qui existe. Et avec les numéros que vous trouverez, vous pouvez comme ça, par capillarité, y passer vos nuits à aller chercher. C'est un truc qui n'est pas fun parce qu'au début, vous avez une idée, vous êtes hyper motivé et puis d'un coup, vous dites, bon, bah, je vais aller le chercher. Et puis, vous n'avez pas vraiment envie de chercher parce que ça vous fait peur de tomber sur un truc qui ressemble. Et on a très vite fait de se dire, bon, bah, je vais le faire un peu léger, je n'ai pas vu. Mais si vous n'allez pas jusqu'au bout et vous n'allez pas jusqu'au bout pour vérifier que peut-être il y a quelque chose qui vous bloque, ça serait vraiment dommage parce que vous allez mobiliser de l'énergie, vous allez commencer à appeler les copains, en parler, travailler le concept. Et puis, à un moment, patatras, vous ne pourrez pas le faire. Soit vous ne pourrez pas le déposer, soit vous ne pourrez simplement pas le commercialiser parce que quelqu'un va vous bloquer, voire pire, vous demander des royalties et vous ruiner. Donc, s'il y a une chose, j'ai dit, j'ai rien à vous dire, mais s'il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'il y a un vrai travail de recherche d'antériorité. Il y a aussi un travail que vous pouvez faire tout simplement sur Google. Donc, c'est déjà pas trop mal. Ce n'est pas aussi scientifique que l'INPI, mais ça permet assez rapidement de voir si le produit auquel vous pensez a eu un succès ou pas. C'est-à-dire que si vraiment vous ne le trouvez pas sur les 50 premières pages de Google, c'est plutôt un bon indicateur.
Alors voilà, nous, l'idée du biberon français, c'était de faire des biberons gigognes, c'est-à-dire des biberons qui rentrent les uns dans les autres pour économiser l'espace. Donc, ce que vous voyez là, c'est le premier prototype. Je pense que vous n'auriez pas l'acheter. Il a bien fallu faire un démonstrateur pour montrer comment ça fonctionne. Et donc, il est tellement vieux et collé, il a été fait en 3D, il ne sort même plus. Enfin, faites-moi confiance à 3 biberons, si j'y arrive. Si j'y arrive pas, je vous montre le proto numéro 2. Et donc, c'est un set de 3 biberons avec 3 capuchons et 3 bagues. Et ça permet, lorsqu'on les empile les uns dans les autres, d'économiser l'espace quand on part en voyage ou quand on envoie les enfants chez papy et mamie ou quand on a simplement besoin de les ranger dans un petit appartement en France ou en Japon. Et donc, l'idée de départ, c'était de dire, on va faire des biberons gigognes. Et là, la question qui peut se poser, une des premières, c'est, OK, mais est-ce que j'en mets 2 l'un dans l'autre? J'en mets 3? Est-ce que j'en mets 4? Quoi faire? Alors, il n'y a pas de norme, hein, le produit n'existe pas, le consommateur n'est pas habitué. Alors, allez, on y va. À votre avis, combien il aurait fallu faire? 1, 2, 3, 4. Qui a une idée? De toute façon, il n'aurait pas tort ou raison, hein, puisqu'il n'y a pas de norme. Mais jetez une idée comme ça. C'est bien silencieux. Allez, monsieur, combien vous en auriez mis? Je me dis que pour un bébé, il y a au moins 4 repas par jour. D'accord. Donc, faire la vaisselle une fois par jour avec 4 biberons. Bon, vous avez mis 4, à peu près. Ouais, 3, 4. D'accord. Madame, elle a fait comme ça avec la tête, elle a dit, c'est pas son truc. Hein. Un bébé, ça mange les 3 heures, je crois, je dis bien. Donc, j'aurais mis un peu plus, peut-être. Ah, si plus de biberons les uns les autres. Ouais, si on peut en mettre 5. Ah, après, voir la taille. Mais je pense en moyenne de 4. Ouais. Nous, on en met 3, ça n'avait plus en mettre 5, on serait quasiment 60% plus riche. Je pense que niveau packaging, après, c'est infaisable. Bon. En tout cas, c'est pourquoi je vous raconte ça, parce que chaque petit truc qui paraît anodin une fois que le produit existe, avant, il y a 50 questions à se poser. Et pas toujours ni de la littérature, ni des gens interrogés. Bon. Donc, nous, ce que l'on a fait, c'est qu'on a interrogé une centaine de parents pour leur demander avec combien de biberons ils partent en voyage, parce qu'on s'est dit que le produit était avant tout destiné au voyage. Et puis, on a fait une courbe de Gauss et on a vu qu'entre ceux qui en prennent un et qui passent son temps à le laver tous les 5 minutes et une famille hystérique comme nous qui en prend 6, c'est pas la majorité des gens, c'est plutôt 3 biberons qui prennent au voyage. Donc, on s'est dit, OK, on va essayer de travailler, se focaliser là-dessus. Donc, oui. Comment vous avez fait cette enquête? Ah, je vais vous raconter tout de suite après, je vais vous raconter. Bien sûr. Bien sûr. Donc, voilà, j'ai pris une petite leçon d'humilité. C'est que ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai été rencontrer l'école des arts et métiers, qui est une école d'ingénieurs, et ils ont des élèves en fin d'année qui bossent sur des sujets industriels réels. C'est-à-dire que des industriels, enfin moi à ce moment-là, je suis rien, je suis juste un inventeur, vont les voir avec des projets, et eux, ils ont des étudiants c'est leur diplôme de fin d'études, c'est leur mémoire de fin d'études, et ils bossent à fond les ballons. 5 élèves ingénieurs, 2 ergonomes, un designer d'une autre école, etc. Ils bossent sur le concept. Et ça, c'est hyper, hyper intéressant parce que moi, ce que je leur ai amené, c'était un truc quasi irréaliste et eux, ils en ont fait un truc industrialisable, quasiment. Ils ont vraiment amené mon concept que je trouvais vachement sympa, mais dans un niveau qui est bien au-dessus. Et ça, c'est un très bon exercice parce qu'il faut être aussi capable de remettre en question son paradigme, ce qu'on avait envie de faire, et d'être un peu à l'écoute de ce que vont dire des gens plus jeunes, moins expérimentés encore que soi, mais ça a été hyper intéressant. Alors, j'ai fait avec eux 3 projets. Sur les 3, il y en a un où on est arrivé exactement sur l'intuition que j'avais au départ, au pouillem près. Il y en a 2, mais ils me l'ont pimp my ride, quoi. C'est-à-dire qu'ils me l'ont amené carrément à un autre niveau. Et donc, c'est avec eux, qu'on a décidé qu'on allait envoyer un questionnaire à des mamans qui ont des enfants. Et donc, ils ont fait un boulot que seul, j'aurais certainement pas pu faire. C'est d'ailleurs eux les premiers à avoir prototypé ça en 3D. Je ne me souviens même plus tellement c'est vieux ce truc-là, mais c'est eux qui m'ont prototypé les premiers modèles. Voilà à quoi ressemblaient mes premiers modèles. Et donc, moi, je trouve que ce système-là, d'aller voir des étudiants, c'est hyper intéressant. Si vous avez une idée d'appli, si vous avez une idée de service, ben vous allez voir plutôt une école de commerce ici ou plutôt des écoles d'ingénieurs. C'est hyper intéressant d'aller faire travailler des gens jeunes qui travaillent énormément, vite et assez bien. Et en plus, c'est pas très cher. C'est un autre avantage, c'est que si vous êtes en société, au début, si vous êtes dans l'innovation, vous avez le droit au crédit impôt recherche. Et quand on exploite une école qui est une école d'État, et c'est le cas des arts et métiers, eh ben, ce n'est pas 40%
de la valeur qui est déductible de l'impôt, mais c'est 80. Et comme au début, on ne fait pas de chiffres, ce n'est pas une déduction d'impôt. Vous recevez en retour un chèque de 80% de ce que vous avez dépensé. Alors que ça, tout seul, vous allez dans un bureau d'études, hein, je ne pense pas qu'on récupère autant de choses. Donc finalement, c'est hyper intéressant. Ils ont fait vachement mieux que moi et ça m'a coûté que 20% d'une facture à l'époque qui s'élevait à 5 000 euros. Donc, franchement, pour en arriver là, rien que les protos, d'avoir amélioré le concept, d'avoir fait des études, c'était quand même hyper intéressant. Alors, moi, j'étais parano à ce moment-là, et je pense que quand on a une idée un peu novatrice, tout le monde l'est un peu au début. Je ne vous encourage pas à être trop parano non plus. On ne peut pas avoir une idée si à un moment, on ne la confronte pas, on n'en parle pas, on n'essaie pas un peu. Alors, il vaut mieux avoir un cercle de confiance. Bien sûr, si vous avez développé la dernière molécule qui va soigner le monde entier du cancer et du diabète, taisez-vous et blindez-vous que des avocats. Mais si vous avez une petite idée, une petite intuition, quelque chose dont vous n'êtes pas encore certain, vous pouvez un peu en parler. La réalité, c'est que l'exécution, c'est 90% du truc versus moins de 5 ou 10% d'idées. Et rares sont les gens qui vont piquer votre idée et qui d'un coup vont se mettre à faire tout ce que vous avez peur de faire. Néanmoins, autant être un peu sérieux et protégé. J'ai rédigé un NDA, Non-Disclosure Agreement, ça s'appelle un pacte de confidentialité. Je l'ai fait signer et aujourd'hui, les gens qui travaillent autour de l'écosystème de l'innovation comprennent ça très bien, ils sont habitués. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas être timide. Il faut écrire ça. Il faut même écrire le montant de la pénalité au cas où ça ne va pas. Il y a des gens qui vous disent « je ne suis pas d'accord, ton montant il est trop fort, sait-on jamais ce qui peut m'arriver ?» Il ne faut pas non plus rester bloqué là-dessus pendant des heures, mais c'est mieux de faire signer un papier. Et si les gens en face s'y opposent, alors là, vous avez un problème, c'est-à-dire que vous êtes en face des gens qui sont soit pas très sérieux, soit qui peut-être voudront un jour piquer votre idée. Et donc là, que je me retrouve aux arts imités, alors là, les idées, elles fusent, on est parti dans toutes les directions. Et là aussi, il faut savoir arbitrer parce qu'ils m'ont fait des propositions, mais alors… j'ai vu de tout, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des trucs qui se dévissaient au milieu, ça c'était un peu mon idée de départ, il y avait des trucs en accordéon. C'est un peu difficile d'arbitrer, mais être un entrepreneur, c'est de temps en temps aussi avoir ses propres convictions aussi, et à un moment de dire, OK, de temps en temps, il faut savoir y aller et prendre une décision et aller dans une direction, c'est mieux que de rester pendant des mois à se torturer la tête, peut-être ci, peut-être ça. Tant que ça n'existe pas, c'est pas la peine de trop intellectualiser. De temps en temps, il faut sentir le truc, avoir un coup de cœur et foncer et essayer de lui donner vie. Donc, les premiers protos, vous les voyez, c'est même pas ceux-là, c'est d'autres qui étaient faits avant. Et donc, j'arrive avec ça. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Voilà. Ce que je dois vous dire, c'est qu'au moment où je lance les protos, les brevets, je suis directeur régional, j'ai un salaire, je n'ose même pas vous le dire, tout va très bien, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout en train de me dire je vais tout abandonner pour ça. Je ne suis pas fabricant de biberons, je ne fais rien de tout ça. Donc, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai mon brevet? Donc, d'abord, pour rédiger un brevet, oui? Question par rapport à avant avec une du coup, est-ce qu'il y avait une sélection pour ceux qui proposaient des sujets aux étudiants? Alors, c'est-à-dire que vous allez voir, si c'est l'ENSAM, par exemple, vous allez voir l'ENSAM et vous dites à l'ENSAM, moi, j'ai un projet. Le mec qui est directeur de l'école, parce que les élèves ne sont pas abandonnés, ils sont suivis quand même par les profs. C'est leur examen de fin d'année. Hein, et puis, c'est une école qui est des arts et métiers, ce n'est pas une petite école. Et donc, ils disent, moi, je te constitue un groupe. Ils proposent, eux, les projets aux étudiants. Et ce sont les étudiants qui, spontanément, disent, moi, j'ai plutôt envie de bosser là-dessus, moi, j'ai plutôt envie de bosser là-dessus. Et le fait que les étudiants aient envie, c'est déjà un excellent truc. Parce qu'avoir envie, c'est déjà presque un peu plus important que les compétences. En sachant que quand même, dans l'école, s'ils sont là et quasiment, je crois qu'ils sont en dernière année, c'est qu'ils ont déjà quand même fait maths sup, maths spé, ils ont intégré l'école, et ça bosse. Est-ce que j'ai répondu à la question? J'ai mal compris. Plus ou moins, en fait, ma question, c'était est-ce que l'école fixe aussi, est-ce qu'il y a une sélection, je ne sais pas, et s'ils reçoivent 100 projets… Ah non, ils filtrent. Il faut que pour les élèves, il y ait un intérêt à travailler sur quelque chose qui soit performant, innovant. Il faut que ce soit en ligne aussi avec l'école. Oui, évidemment. Si vous présentez quelque chose qui est complètement décorrélé de ce que fait l'école, ils ne prendront pas de toute façon. Sûr. Il faut bien cibler les écoles auxquelles vous allez proposer des projets, mais les écoles sont plutôt preneuses de projets. Elles recherchent justement des industriels parce qu'elles ont une pénurie. Oui, et l'école, donc, elle filtre les projets. Moi, j'avais un autre projet que je voulais faire, un projet électronique, que j'ai réalisé d'ailleurs. Ils m'ont dit non, ça, c'est pas pour nous. La valeur ajoutée elle est plutôt dans l'électronique que dans la partie méca, puisque cette école, c'est plutôt une école de mécanique, les arts et métiers. Donc, ils m'ont dit non, je te prends pas. Alors qu'on a déjà fait 3 projets avec eux. Donc, ils veulent prendre des projets, mais ils veulent aussi que le projet ait un rapport pédagogique avec ce que les étudiants peuvent apprendre. Et juste une deuxième question, pardon. Mais du coup, là, ils ont travaillé sur des prototypes, etc. On en revient au brevet, qui est leur droit dans l'histoire. Aucun, parce que l'on signe au début le fait qu'ils concèdent les droits depuis le début. Parce que sinon, évidemment, s'ils sont copropriétaires des droits, personne n'y va.
Donc, ils le savent. Par contre, l'école, le nom du professeur de l'école est cité comme co-inventeur dans le brevet. Mais ça ne lui donne aucun droit. Et d'ailleurs, depuis le début, il cède les droits des innovations qu'il va apporter. C'est ça, il ne faut pas reproduire. Ou des améliorations qu'il va apporter. Le Facebook, finalement, c'est ça. Hein. Donc, au départ, Mark Zuckerberg a travaillé pour aider des collègues. Et il a tellement bien travaillé qu'il est parti avec le concept qu'il avait développé. Il a créé Facebook. Et donc, je pense que les gens qui l'ont employé l'ont un peu mauvaise quand on voit le succès au jour d'aujourd'hui de Facebook. Donc, voilà. Le NDA est très important, notamment vis-à-vis de ça. Alors voilà, alors je me retrouve avec un brevet que l'on ne peut pas rédiger seul, c'est impossible, à moins que vous soyez un juriste en propriété intellectuelle, c'est juste impossible. Et moi, j'ai relu peut-être 4 ou 5 fois ce que m'a écrit le rédacteur du brevet avant de reconnaître mon produit. Et je ne déconne pas, c'est vraiment un langage spécifique. C'est presque, comme si vous regardez une appli et qu'après vous regardez le codage de l'appli. Ça n'a quasiment rien à voir entre ce que l'on voit et le texte qu'il faut. Parce que si c'est trop précis, ça veut dire que dès que quelqu'un fait un peu différemment, il sort de la portée de votre brevet. Par contre, si c'est trop vague, alors à ce moment-là, vous ne couvrez pas votre innovation parce que tout le monde dira oui, mais ça va, tu ne peux pas couvrir le monde entier parce que moi, dans mon truc, oui, évidemment, tu ne peux pas bloquer les biberons du monde entier parce que moi, mon biberon, il est un peu comme ci, il est un peu comme ça. Donc, il faut absolument, de mon point de vue, et c'est une étape qui est assez chère, passer par un cabinet de brevet. Ces frais-là sont éligibles au crédit impôt recherche, mais seulement à hauteur de 30%. Par contre, une question que vous pouvez vous poser, et c'est une vraie question, c'est est-ce que je dois protéger alors que ça coûte cher ou est-ce que ce n'est pas la peine de protéger, mais il faut aller vite, il faut créer une marque, il faut créer quelque chose, puisque de toutes les façons, mon brevet ne sera pas assez robuste et m'assécher financièrement pour déposer un brevet, c'est difficile. Alors, peut-être une petite aparté sur ça parce que peu de gens savent comment ça fonctionne et c'est quand même pas très simple. Il faut d'abord déposer une enveloppe solo. Ça coûte 15 balles. Ça, vous le rédigez vous-même. Vous faites un dessin, quelques croquis. Vous essayez d'écrire en français correctement, sans trop de fautes, parce que ça peut agacer l'examinateur un jour. Mais vous essayez d'écrire globalement votre concept. Ça coûte 15 balles. Vous le déposez à l'INPI. L'enveloppe solo vous donne l'antériorité. Ça ne vous donne pas la protection. Si quelqu'un se met à le faire, ne peut pas dire « j'ai déposé pour 15 balles le projet du biberon Gigone, plus personne ne peut y toucher ». Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais l'enveloppe solo fait que si demain ou le lendemain, quelqu'un dépose quelque chose d'à peu près similaire, peut lui dire « ah, j'avais l'antériorité, je vais déposer le brevet protégé et à ce moment-là, je te bloque toi et je t'interdis toi ». Ensuite, quand on dépose un brevet, ce qu'il y a d'extraordinaire en France, quand on dépose le brevet, c'est qu'à l'époque, moi, ça coûtait 3 000 € le dépôt de brevet à l'INPI, sauf que l'État prenait en charge 2 750 € là-dessus, c'est-à-dire qu'une demande de brevet à l'INPI coûtait 250 €. Je n'en ai pas reposé depuis quelques années, donc allez vérifier, mais en France, c'est extraordinaire de ce point de vue-là, et c'est une demande de brevet. Et donc, l'INPI fait une recherche pour voir, mieux que ce que vous seriez capable de faire vous les nuits précédentes où vous avez regardé si ça existait ou pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque votre produit ou votre concept, plutôt produit en ce qui me concerne. Et parfois, ça peut venir de très loin. Moi, les choses s'embarquent, ça se trouve, il y a une machine-outil quelque part qui met des tuyaux les uns dans les autres avec un truc à peu près similaire. C'est peut-être pas des biberons, mais le concept, lui, est bloquant. Donc, c'est assez intéressant de déposer le brevet. Mais la rédaction du brevet, elle, ça prend du temps et ça coûte un peu cher. Moi, je suis passé par un cabinet qui s'appelle Placefro qui est hyper cher et j'ai trouvé un autre gars qui, depuis, est beaucoup moins cher et beaucoup plus efficace parce que ça va beaucoup plus vite et qui s'appelle le cabinet Capri. Je peux vraiment vous le conseiller parce que pour moi, ils ont été extraordinaires. Ils sont à Paris, rue de Milan, je crois. Capri, ça s'appelle CAPRI, en propriété industrielle. Et ils sont vachement sympas, ils sont beaucoup moins chers. Quand il faut payer les annuités, chaque courrier, ils ne vont pas payer 150 €. Enfin, ce n'est pas la peine d'aller chez le mastodonte du cabinet de propriété industrielle parce que, encore une fois, si vous ne faites pas la molécule ou si vous n'êtes pas, Tesla, ce n'est peut-être pas la peine d'aller aussi fort que ça. Et donc, moi, j'ai un brevet, on dépose un brevet. Alors, dans le système du brevet, quand on dépose un brevet, on dépose dans le pays de résidence dans lequel on est. Donc, si vous habitez en France, vous devez déposer en France. Et vous avez 12 mois pour avoir le retour de la brevetabilité en France. Donc, avant ça, il y a quand même des échanges. L'INPI vous répond, il vous dit oui, c'est bien, ou alors non, attention, on a trouvé un brevet qui ressemble à peu près. Parfois, il vous sort un truc qui n'a rien à voir. Donc, le cabinet doit répondre en disant oui, mais cher examinateur, regardez bien, parce que là, vous nous parlez d'un tube qui est flexible et qui tourne autour de lui-même. Là, on vous parle de deux trucs qui s'imbriquent. Donc, l'examinateur, en première instance, il va un peu vite, il ne s'emmerde pas trop, il renvoie la balle. Et derrière, c'est le cabinet de propriété qui doit point par point tout défendre.
Mais une fois que vous êtes à ce stade-là, vous avez 12 mois pour avoir le brevet. Ces 12 mois, si vous avez un truc que vous voulez revendre, il faut à ce moment-là, à fond les ballons, faire quelque chose pour aller voir une boîte pour lui dire, regarde, j'ai un brevet, j'ai un super truc, j'ai une demande de brevet, rachète-moi. Et en général, ces gens-là vont te dire, ok, super, mais je vais te racheter que quand le brevet il existe. Parce que si je te rachète et que ton brevet n'existe pas, pourquoi est-ce que je dois te payer pour ton produit? Ça se trouve demain, ce que tu m'as donné, c'est une super bonne idée, mais tu ne peux pas le breveter, et donc je vais le commercialiser moi-même en te payant zéro. Mais vous avez 12 mois à ce moment-là pour faire évoluer votre produit. Et après ces 12 mois, vous devez décider si vous allez à l'international ou pas. Et là, il y a encore 18 mois à partir du moment où on fait la demande internationale. Il y a encore des coûts, il faut le rédiger en anglais. L'examinateur européen est beaucoup plus consciencieux que l'examinateur français. Et donc, il y a une période de 30 mois. Et au bout de cette période-là, il faut décider si on protège dans quel pays et si on doit payer des annuités dans chaque pays. Et ça peut aller très vite et très fort. Nous, par exemple, il y a des pays où on n'a pas protégé parce qu'on s'est dit, pour nous, on n'a pas de marché là-dedans. C'est pas la peine qu'on paye des frais de traduction, de demande et d'annuité sur place. Donc, c'est un vrai sujet stratégique qu'il faut avoir un peu en amont dans sa tête. Et donc, moi, je me pose la question, je me dis, qu'est-ce que je vais faire de mon brevet? Moi, je trouve ça super sexy. Je trouve que je me dis, c'est super, on ne l'a jamais vu. On met 3 biberons les uns dans les autres avec les capuchons, on gagne de la place. Qu'est-ce que je dois faire de ça? Bon. Qu'est-ce que vous auriez fait à ce moment-là? Vous êtes en poste, vous avez un super salaire, vous avez un brevet, qu'est-ce que vous faites? Quelle est l'idée qui vous vient? Ok. J'ai le chômage pendant 2 ans. donc s'arrêter de bosser pour essayer de se lancer là-dedans. D'accord? D'autres idées? Mais quelqu'un, un associé. Un associé, ouais. Trouver des gens du boulot pour monter la boîte. Ouais. Pas d'autres idées? Essayer de se mettre à mi-temps pour travailler ces projets. Ouais. Si on peut... Une transition pour. Il y a 1000 choix de vie à ce moment-là à faire. Hein. Moi, à ce moment-là, autant vous dire que je voulais vendre mon brevet. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, c'est tellement sexy, c'est tellement formidable que je vais aller voir les gens et puis les gens vont se battre pour me racheter le brevet. Donc, il n'était même pas question que j'arrête un carton et rien du tout. Moi, à ce moment-là, je me suis dit. Et là, vous allez un peu dans les montagnes russes de qu'est-ce qu'il faut faire. Ah oui, c'est une super idée. Le lendemain, non, c'est une conne idée. C'est vraiment le monde de l'entreprise. Je ne peux pas mieux décrire le monde de l'entreprise que ça. Il y a des fois une super bonne nouvelle dans la journée. Tu dis waouh. Le jour même, tu as une mauvaise idée. Tu dis merde. Après, tu as une nouvelle. Après, tu as une nouvelle. Tu ne sais même pas si elle est bonne ou elle est mauvaise. Tu dis mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'y vais? Il faut être préparé à ça. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je crée une première vidéo en 3D de mon produit et je dis, je vais aller dans un salon avec un NDA. Je fais un premier mode d'emploi assez moche d'ailleurs, enfin, pas un mode d'emploi, une présentation. Aujourd'hui, je la trouve horrible, mais à l'époque, je la trouvais très novatrice. Comme quoi, il ne faut pas être trop amoureux de ses idées au 30 parce qu'il y a des choses qui vieillissent mal. C'est comme les coupes de cheveux et les barbes des hipsters. Et je vais avec ça et je me dis, je vais proposer les animaux de la savane en transparence. Je vais faire un éléphant, une girafe, un singe, parce que chacun a des auteurs différents dans la savane, et puis on me demande du bébé, et puis je vais aller le proposer. Et je vais dans le salon d'Allemagne de Cologne, qui est le plus grand salon de l'international. Je fais une super vidéo 3D, par contre, le truc se dévisse, c'est vraiment assez bien foutu. Et je vais rencontrer les différentes boîtes. Et alors là, l'accueil est juste extraordinaire. Les gens me disent, attendez, bougez pas, je vais chercher le directeur commercial Europe, je vais chercher le directeur technique, je vais vous chercher un tel, super, laissez-moi votre truc, laissez-moi votre machin. J'ai passé 2 jours avec une mallette à aller rencontrer des gens qui veulent plutôt vendre que de recevoir de nouvelles idées. Donc, c'est pas facile parce que dans les salons, les gens ne sont pas très à l'écoute. Ils sont plutôt là pour rencontrer leurs clients, ouvrir de nouveaux marchés, etc. Et puis, d'un coup, tu as un farfelu qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils ne connaissent pas, qui vient leur proposer un produit. Et je reviens de là, je me souviens, je me suis dit à ma femme, je te rends compte, t'as vu, j'ai eu la super bonne idée, franchement, super, je suis malin, je suis content, etc. Et de semaine en semaine, les gens répondent pas aux mails, il y a des gens qui me disent, ouais, finalement, c'est pas dans notre stratégie, etc. Alors, je me dis, c'est pas possible. Vous m'avez sauté dessus, les gens m'ont signé lundi et m'ont pris les documents de la main, etc. Et il ne s'est rien passé. La réalité, c'est que personne, de ce que moi j'ai rencontré sur différents projets, n'est prêt à acheter un brevet d'un produit tant qu'ils ne savent pas si ce produit a au moins le début d'un succès commercial. Il faut que le produit existe. Et donc, personne n'a envie de s'emmerder à développer. Il y a des frais de moule, il y a des frais de marketing. Est-ce que ça plaira? Les gens ne sont pas aussi à l'écoute que ce que l'on peut croire. Toutes les boîtes parlent d'innovation. Toutes les boîtes parlent de logique, innovation, etc. Ce n'est pas la réalité de ce que l'on rencontre sur le terrain. Je peux vous le dire, j'ai développé un autre projet valise et j'ai rencontré les gens de plein de grandes marques, etc. Les gens ne sont pas du tout
à l'écoute. Certes, il y avait le problème numéro un, c'est la légitimité. Je ne suis pas un grand inventeur qui vient les voir, mais aujourd'hui, je peux vous dire que ce produit il cartonne, il marche très bien. Donc, ce n'est pas que le produit n'est pas bon, c'est que personne n'est vraiment très à l'écoute des petites idées innovantes. Il faut que le produit existe. Maintenant, peut-être que dans votre domaine, vous tomberez au moment pile où quelqu'un voulait exactement ça et qu'il n'avait pas le truc, mais je n'y crois plus du tout à ça. C'était qui, pardon, des gens qui faisaient déjà des biberons? Ah bah oui, moi j'ai rencontré Avent, MAM, Swavinex, Tommy Tipeee, Nuke, Tigex, j'ai rencontré les plus grands. Et quand j'étais sur place, mais je ne suis pas mythomane ou érotomane de la marque en face, les gens me disaient, mais c'est fantastique, laissez-moi le truc, ils me faisaient venir le directeur. D'ailleurs, ce jour-là, j'ai rencontré le directeur technique de Nuke et Tigex, qui est un des leaders mondiaux aujourd'hui, et il a commencé à regarder, il m'a posé des questions techniques, de faisabilité, etc. J'ai gardé sa carte et je l'ai contacté quelques années après. Donc, comme je vous disais, donc ce truc qui date depuis longtemps, hein, le brevet, je l'ai depuis 2011-2012. Hein. Donc, Vous savez, oui, depuis 7 ans. Oui, je l'avais depuis un petit moment, le truc. Hein, il traînait dans un tiroir. Moi, je travaillais, j'avais une boîte. Moi, je me disais, je vends le brevet. Donc, je reviens de ce truc-là, hyper enthousiaste. Petit à petit, je déchante parce que finalement, personne ne me harcèle au téléphone pour acheter mon brevet et faire des surenchères. Il n'y en a même pas un. Donc, c'est la réalité. Hein. Et donc, bon, je continue à bosser. Bon. La gamme bio est Oui. bio, parce que j'ai vu la vidéo de Bouche Bambou, c'est vraiment formidable. C'est gentil. Donc, c'est bien de voir, surtout aller proposer dans les pharmacies, parce qu'ils ont un côté d'entreprise pour, par exemple, on va vous embaucher parce que samedi, dimanche, on était au salon de la pharmacie. Et donc, on fait un carton auprès de la pharmacie. C'est exactement notre actualité du moment. Justement. Ouais, voilà. Alors, oui, on y était là pendant 2 jours. Bon, juste pour vous dire, aujourd'hui, on est vendu dans plus de 400 points de vente. On est présent au Japon, en Chine, en Corée, aux États-Unis, au Liban. Ça marche hyper fort. Donc, j'aurais peut-être dû commencer par ça, parce que là, je vous raconte que les doutes et les hésitations. Donc, c'est normal, mais au bout du bout, ça se termine bien. C'est une happy end, quoi. Voilà. Je ne me suis pas déprimé. Donc, quarantaine, MBA sec, et je m'emmerde un peu. J'en ai un peu marre de ce que je fais. Et comme j'étais à mon compte très jeune, pas parce que j'étais très bon, mais parce que dans le métier dans lequel j'étais, c'était assez facile. J'ai revendu ma boîte avec une super plus-value, etc. Et donc, j'ai envie d'y retourner. Et ma femme, elle me dit, mais vas-y. Et le jour où ma femme, elle m'a dit, vas-y, je me suis dit, j'y vais. Parce que, en tout cas, dans mon couple et dans ma vie, c'est comme ça. Il faut être hyper solide à la maison pour se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Alors, je connais d'autres gens qui ont plein aventure entrepreneuriale, qui a cartonné, en divorcé, etc. Mais moi, j'avais besoin de sentir le soutien à la maison parce que et je peux vous dire que ça a été, et encore aujourd'hui, ce succès, je le dois beaucoup au soutien de ma femme dans tout, parce que c'est pas elle qui travaille à ma place, mais quand on innove et quand on se lance et qu'il y a des difficultés, qu'on sait pas trop et qu'on hésite et qu'on se prend la tête, à la maison, que ce soit robuste et qu'il y ait un vrai soutien, c'est hyper agréable. Donc, c'est ma femme qui m'a dit, mais vas-y, j'ai dit, si toi, tu crois et qu'à la maison, on est bon, bah dehors, je suis prêt à m'attaquer à tout ce qu'on peut faire. Et je relance M. Philippe Julia, qui était l'ancien directeur technique que j'avais rencontré 4 ans plus tôt. J'avais appris qu'il avait été licencié. En fait, c'était super bon. Il a travaillé pendant plus de 20 ans dans cette boîte. Il l'a amené là où elle était. Elle s'appelle Tigex, c'est une société française. Et Tigex a été acheté par un mastodonte qui s'appelle Nuke. Nuke a dit, mais nous avons déjà un directeur qualité. Merci beaucoup, au revoir. Voilà. Le mec a 60 ans, il s'est retrouvé dehors, alors que c'est un hyper bon, il est hyper professionnel. Et alors, c'est un peu la chance dans mon projet à ce moment-là, mais je l'ai un peu créé, c'est que je le contacte à ce moment-là, je dis, voilà, est-ce que vous vous souvenez de moi? Je me dis, mais je me souviens très bien, on était très chaud, etc. Et je le rencontre, et lui, il a pris un peu un coup sur la tête, parce que quand on a une carrière aussi belle que ce qu'il a eu, et qu'à la fin, on est remercié comme ça, moralement, c'est très, très dur. Et il me dit, mais moi, je crois en ton truc et tout, allez, je monte une boîte de consulting, je vais t'accompagner. Moi, je n'ai pas de quoi l'embaucher. Et donc, il m'a accompagné depuis le premier jour dans le développement technique. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est hyper technique. Il y a plein de difficultés dans la réalisation d'un biberon, parce que quand on travaille dans le domaine de la puériculture, il y a des normes qui sont sévères, il ne faut pas se tromper d'usine, il ne faut pas se tromper de… Il y a plein de choses à savoir. Et ce type-là, à ce moment-là, croit dans mon projet. Évidemment, il ne prend pas de risque, hein, il ne paye pas, c'est moi qui le paye, mais mine de rien, d'avoir quelqu'un du Sérail qui vous dit « Ah ouais, c'est chouette, ça me plaît », ça remonte un peu au moment où on hésite à y aller, encore une fois, ça remonte cette motivation. Et il m'a accompagné de bout en bout, et on se parle encore quasiment toutes les semaines, sur le développement des futurs produits, et c'est un consultant externe pour nous.
Et donc, c'est là où je décide d'y aller. Pas dans ton projet, mais il croit aussi dans ta personne. Alors, il m'a dit, c'est Benjamin, ton enthousiasme qui m'a emporté. Alors, oui, dans un projet, la personnalité, l'énergie que vous mettez, un peu le show-off, participe aussi au fait que les gens ont envie de vous suivre, ont envie d'y croire. Bah ouais, c'est un tout. Aujourd'hui, la communication d'une boîte, elle est un peu consubstantielle du produit aussi que l'on a. Vous n'avez qu'à regarder, moi je trouve que c'est un type extraordinaire, Guillaume Gibault, le PDG du Sud français. La réussite, vous connaissez le Sud français, j'imagine, tout le monde en a entendu parler. Il vient de faire 20 millions d'euros l'année dernière, ils vont peut-être en faire 30 millions l'année prochaine, ils ont levé des fonds, enfin bon, c'est une boîte qui vraiment, c'est une des plus grosses croissances en Europe, etc. Et ben la boîte, elle repose énormément sur la personnalité de ce type, qui est hyper sympa. J'ai déjà rencontré, il est vraiment sympa, il est bienveillant, mais il met beaucoup de sa personne dans l'entreprise. Alors, ce sont des choix, hein. Quand on est trop en avant et qu'on quitte la boîte, on peut la faire couler. Quand on est trop en avant mais qu'on n'est pas bon, on peut la desservir. Mais en tout cas, un type comme ça, c'est juste extraordinaire. Mais bon, je me dis, lui, il a pris un coup sur la tête. Je me dis, il a envie de m'accompagner, ça me fait du bien, mais peut-être que c'est aussi pour lui un tire-fesse pour sortir de la déprime. Tout le temps, il y a ces questions qui reviennent et vous aurez toujours ça dans mon discours. C'est pas que je suis trop cérébral, mais c'est la réalité. On se pose toujours des questions. Et donc, il m'accompagne, lui, vers un bureau d'études design pour passer de ça à ce qu'on verra un peu après, et avec des notions industrielles à Lyon. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut rapidement aussi trouver des gens qui remplissent les trous dans votre raquette. Parce qu'on ne peut pas tout savoir faire et il faut s'entourer des bonnes personnes. Et là, on va dans un bureau de design, et là, les idées pleuvent de design. Évidemment, ils sont payés à faire des propositions. S'ils en font une et ne plaît pas, ça va mal, mais s'ils en font plein, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, moi, je vais vous montrer les propositions qu'on a eues. Et vous allez me dire laquelle vous plaît le plus. Alors, je reviens en arrière et vous regardez. En disant que ça, c'est la 1. Bah oui, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'aimerais vous réveiller un peu, ça serait plus vivant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous êtes plutôt celle tout à gauche, là, avec le capuchon un peu comme ça. La première? Ah, la 2, il y a déjà une petite divergence. Ah, avec le truc un peu pointu, comme ça, la finition un peu pointue. La 3, avec le côté un peu plus, la vague autour du… Ah, le côté bombé vous plaît un peu plus. La 3. Il y en a 2, mais Pardon? sur les autres, j'ai l'impression que c'est un peu… La 5, elle ressort bien aussi. Celle-là, elle fait un peu gaufre et glace, puisque la forme, c'est un peu… Le dôme, non, le dôme, je trouve qu'il ressort plus que les autres images. Répétez ce que vous avez dit. Le dôme, on dirait qu'il ressort plus que les autres. Qu'est-ce que vous appelez le dôme, ça? Ouais, enfin, ouais. C'est ça. Ouais. J'aurais dit 5 parce que ça fait cornet de classe, c'est plus enfantin. Et comme on dit, le fait qu'il y ait un effet de 3D, on va dire, de volume avec juste la vague, ça ressort mieux. D'accord. D'accord. 3 et 5 également. Ah, 3 et 5, il y a un petit quand même consensus pour l'instant. Qui n'a pas donné son avis? La 3. La 3. D'accord. 3 aussi, peut-être que c'est plus facile à produire. En production industrielle, vous voulez dire? D'accord. Derrière? Hein? La 5, la gaufrette un peu? Ah, un 4 quand même, hein? Vous êtes un atypique. Ah, oui, la 4, elle est juste là. Ok, alors moi j'ai beaucoup hésité à prendre ça. Et alors maintenant je vous pose la question, ça fait glace, n'est-ce pas? Il y a un petit côté gaufrette de glace. Madame, ah, pardon. Moi, c'est les 2 dernières là. C'est celle qui vous plaise le plus, qui vous tape un peu plus dans l'œil. Bon, oublions la couleur, hein, un peu en plus. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait des propositions en biscuit, mais bon. Alors, voilà le type d'interrogation que j'ai à ce moment-là. Je me dis, c'est vrai que c'est pas mal, c'est hyper impactant, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que je passe pour un gadget et un jouet? Je vais vendre quand même des biberons, j'ai envie de durer. Si je propose un truc qui fait un peu un truc qu'on va vendre chez Pylone ou qu'on va vendre un peu dans des concepts de magasins, est-ce que pour passer une étape et être perçu comme une boîte sérieuse qui vend des produits un peu qualitatifs, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Vous voyez, c'est pas facile d'arbitrer rien parce qu'il n'y a pas une équation qui dit c'est juste, c'est pas juste. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à montrer ça à la terre entière. Regardez, on a eu plein d'avis assez différents. Ce qui en ressort quand même, c'est que le petit bourron plaît un peu plus que le truc pointu. Et puis à un moment, ça sera à vous, avec vos convictions, en étant capable d'entendre quand même ce qui se dit autour de vous, de prendre une décision et d'y aller. Je vais vous montrer bien sûr ce qu'on a vu. Ok, donc j'ai à peu près un design, on sait où on va aller. D'ailleurs, ce design-là, il a fallu le retravailler parce que c'est une chose d'avoir un design 3D
Et c'est une chose d'avoir un produit industrialisable dans une usine. Il te dit, mais non, ça, c'est pas possible. Si tu mets trop de plastique, la machine ne peut pas le produire parce que ça déforme la partie supérieure. Je vous enlève les détails techniques, mais il y a encore une étape entre le bureau 3D et le bureau d'études qui développe véritablement un produit. Et alors, je me dis, OK, bah alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais en quelle matière? Est-ce que je fais en plastique, en verre, en silicone? La tétine, est-ce que je la fais en EVA? Il n'y a pas de chiffres sur le marché. Moi, en plus, j'ai accès à toutes les études de marché qui existent à l'ESSEC. Ils payent des Xerfi et des machins qui sont hyper chers. Il n'y a rien. On ne peut pas savoir exactement combien est produit de ci, combien est produit de ça. Et comme je ne suis pas du milieu, je n'ai pas accès aux chiffres qui se racontent un peu dans le milieu. Et puis ensuite, où produire? Asie, Europe ou France? OK, je vous donne un peu les grandes masses. Si vous produisez en Asie, ça vous coûte 1. Si vous produisez en Europe de l'Est, ça va vous coûter 2. Et si vous produisez en France, ça va vous coûter 3,5 pour un produit que personne n'a vu et qui n'existe pas. Où est-ce que vous auriez produit? Encore une fois, il n'y a pas de réponse juste ou fausse, hein, c'est des intuitions. Comment? En France. Ah, vous voulez dire que le consommateur, s'il sait que le produit est France, est prêt à payer 3 fois plus qu'un produit qui lui plaira, qui est beau, où il y a une innovation, qui est produit en Chine. Parce que dans tout produit, en fait, c'est pas la santé qui va compter, parce que c'est un produit de au bébé. Donc, c'est la matière, de quoi c'est fait C'est la qualité du produit. de la qualité. C'est ça qui va compter pour les mamans. Je n'ai pas la réponse. Je ne peux pas vous dire la réponse à l'équation. Je peux dire le choix que nous, on a fait. Je peux même vous dire comment on l'a fait. Mais ce sont des questions hyper importantes. Oui? Ce sont des questions hyper importantes parce qu'économiquement, produire en Chine un produit qui va sortir pour le consommateur à 7 euros ou 8 euros, ou produire en France un produit qui va sortir pour le consommateur à 14 euros, ce n'est pas la même limonade pour vendre un produit que personne n'a jamais vu. Donc, ce ne sont pas des choix aussi faciles que ça de dire, bah oui, France, évidemment, c'est mieux France, avec un truc patriotique, oui. Vous savez, les contenants Chine, plus personne ne produit en France. Chine, Pologne, Tchécoslovaquie, ça n'existe plus. Mais dans ce cas, il faut alors un peu T'as pas dit zip. Vous avez vu ce film, La vérité si je mens? Personne ne se rappelle de ça, là? T'as pas dit zip? Personne n'a vu La vérité si je mens? Oui, il commande des t-shirts dans le machin, il reçoit de Chine, ils n'ont pas mis le zip, et il a dit, mais tu m'as pas mis de zip. Et il a dit, mais t'as pas dit de zip, personne ne connaît ce film. C'est hyper connu. Donc, évidemment, c'est infernal. La production, ça a été la plus grosse difficulté que nous avons connue. Il aurait été horrible et suicidaire pour nous de se lancer en Asie. Suicidaire. On n'a pas les moyens d'avoir un bureau de contrôle sur place, et même les contrats, tout ce que vous voulez, ça aurait été cauchemardesque. En tout cas, moi, à ce moment-là, je ne sais pas trop si je dois faire en France, en Chine, quelle matière. Je sais que le verre est en train de monter, mais le verre, c'est compliqué, c'est cher, c'est difficile à produire. Le grand biberon est impossible à produire au verre. Je suis assis dans le train. C'est un peu comme ça, c'est le moment où j'arrête de courir, alors j'ai le truc qui tourne. Et je me dis, je ne vais pas faire l'éléphant, la girafe et le monkey là, dans le truc, parce que c'est trop bébé, on a déjà vu ça plein de fois. Si on est un peu disruptif, il faut aussi que dans les messages, que dans la com, on innove un peu. Et je commence à chercher des trilogies de mots dans ma tête. Alors, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit si vous devez penser à 3 mots où chaque mot seul fait sens et les 3 ensemble soient combinés? Alors, je vous donne tout de suite le premier que j'ai eu. J'ai eu amour, gloire et beauté. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. Et je me suis dit, amour, c'est mignon, gloire, c'est rigolo pour un beauté, et beauté, c'est sympathique. Après, je décolle, je me dis, amour, boire et beauté. Peut-être que ça marche aussi. Et je me dis, non, ça fait la blague et j'ai pas trop envie d'être la blague, etc. Alors, allez-y, comme ça, est-ce que vous avez des idées de 3 mots qui peuvent se combiner ensemble? Si vous avez un truc qui vous vient, dites-le. Boire et beauté, c'est un titre de. Ouais, mais le mot amour n'est pas protégé, protégé, gloire n'est pas protégé, beauté n'est pas protégée. J'aurais peut-être pu être attaqué. Quand je vais vous montrer ce qu'on a fait hier, on peut se faire attaquer par. Amour, gloire et beauté, là, ça pourrait être beauté. Peut-être. Parce que c'est une série américaine qui passe. Donc, si vous le. Vous avez peut-être raison. En tout cas, on l'a pas choisi, donc on n'a pas été jusqu'à l'étude de vérifier. Personne n'a une idée de trilogie, 3 trucs? Voilà. Alors, j'ai dans le train, je me dis, je vais faire liberté, égalité, fraternité. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est alors, je me dis, je vais faire liberté, égalité, fraternité. Du coup, je me dis, je vais appeler la marque le biberon français. Donc ça, il n'y a pas de spoil. J'ai fini par appeler la marque le biberon français. Et je me dis, et je vais le fabriquer en France, parce qu'on ne peut pas appeler la marque le biberon français si tu ne fabriques pas en France. Donc ça a été
exactement le cheminement. Je me suis dit, je vais faire liberté, égalité, fraternité. La boîte, elle va s'appeler Le Biberon Français. Et puis, tu sais quoi, je vais faire en France parce qu'en Asie, je ne pourrais pas. Et je sens bien qu'il y a un trade autour du Made in France. Et j'ai cette petite intuition que le consommateur, ça va quand même le rassurer. Mais alors, du coup, je vous pose la question, est-ce que c'est une bonne idée de faire des biberons liberté, égalité, fraternité? Je dois vous dire que je sors les premiers produits le 21 juin 2017. On est entre les deux tours de l'élection présidentielle. On est au moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, à la fin, je ne sais plus qui s'est saboté tout seul, là, Fillon, il s'est massacré. Et à la fin, on se retrouve quand même après un débat entre Marine Le Pen et c'est pas dans celui-là, si je me souviens plus. Je sais que Marine Le Pen, ça. Ben non, les dernières élections, il y a en 2017. C'était Macron face à 17, je sais plus quoi. La gauche et la droite, ils disent pas. Oui, ça a été une période où on pensait que le coup d'avant, on pensait que c'était Strauss-Kahn, là on pensait que ça allait être Fillon, et puis après Fillon, il se fait le truc, il se met les pieds dans le tapis, dans je sais plus quoi. Et donc je me dis, ok, liberté, égalité, fraternité. Alors, donc je vous rappelle le contexte, hein. On va être l'élection présidentielle, et c'est à ce moment-là que je vais sortir mes produits. Qu'est-ce que vous pensez de liberté, égalité, fraternité comme biberon à l'unité? Enfin, c'est très logique. D'un côté, c'est pas très bébé, on n'est pas du tout dans le thème. D'accord. Et de l'autre, je me dis, eh ben, on est dans l'actu, ça peut lancer, ça peut dire, ah, mais en fait, ça peut buzzer, la quoi. différence, voilà, Ouais. ça peut buzzer. D'accord. C'est Ok. qui tout double, en fait. Ah, c'est qui tout double quand même. C'est dangereux de se lancer sur un qui tout double, hein, quand on a déjà. C'est ça, sachant qu'il y a beaucoup de. Quand on a déjà investi, j'ai 7 moules, hein, pour produire ce truc-là. Les moules, ça coûte un œil, hein, voire les deux. D'autres idées? Liberté, égalité, fraternité? Il y a de la cohérence. Bon, il y a de la cohérence dans toute idée. D'accord. Design en France, produit en France. Mais pour votre bébé, vous achèteriez, vous, un biberon, liberté, égalité, fraternité? Il n'y a pas de lien. Bah, Ça fait très patriotique et à ce moment-là, c'est un peu tendu. c'est un peu. Enfin, le climat est un peu tendu, un peu un rejet. C'est un peu clivant. C'est-à-dire que on n'est pas dans la licorne et dans l'arc-en-ciel. On est vraiment dans un truc assez différent. D'autres avis sur ça? Parce que ça, moi, c'est un mois de prise de tête, hein. Autant il y a des choses où je décide assez vite, autant ça, j'ai tourné autour de ce truc comme un malade. Je sais pas, là, je réfléchis aussi. D'accord. Dans un mois, non. D'accord. Mesdemoiselles, vous avez semblé dire comme ça un moment sur liberté, égalité, fraternité? Donc autant aller un peu loin dans. Ouais. C'est se démarquer des autres, mais après, c'est de bon manifester. Ouais. D'accord. Mais ça n'impacte pas le moule, par contre. Non, ça c'est le marquage. C'est qu'est-ce que je sors comme truc. Et qui m'aurait empêché d'utiliser liberté, égalité, fraternité? Personne. Ça dépend de votre utilisation en fait, au niveau du marquage. Je trouve que les trois ensemble, c'est du coup pas pratique, mais les trois séparés, c'est Ah oui, mais nous, les biberons, dans ce cas, nous, on vend les biberons à l'unitaire ou par trois. D'ailleurs, ça aussi, c'est un autre sujet qu'on a dû se poser, mais il y a écrit liberté, égalité, ça aurait été comme ça, fraternité. C'est pas liberté, égalité, fraternité. Bon. Ça aurait pu être une idée de capsule au moment du lancement, entre les deux tours, et après la sérigraphie, je ne sais pas ce que vous avez utilisé, pouvait être modulée en fonction de l'actualité aussi. Ouais, vous avez raison. Vous avez raison, sauf que l'usine, elle me dit, moi, je veux bien produire pour toi des biberons. Il va falloir que tu me fasses des volumes, hein. Les MOQ, les minimums de quantité. On n'est pas, c'est pas une petite usine qui fait de la broderie et qui t'en fait 10-50, hein. On est dans les usines industrielles qui fabriquent des grosses quantités. Donc, ce sont des choix qui sont pas faciles et qui sont un peu risqués. Je garde encore un peu de 6 heures pour l'instant. Donc, voilà, je vous demande un peu comme ça, qu'est-ce que vous auriez proposé comme idée de trilogie? J'explique, chaque mot tout seul doit faire sens et les trois évidemment combinés. Si je dis je t'aime, ça marche pas. Un biberon, il y a écrit je, bon, à la limite, ça. À la limite, mettez apostrophe, ça veut rien dire. Et le M tout seul, oui, mais je t'aime, ça marche pas. Donc, si vous avez des idées, alors, monsieur a dit liberté, égalité, fraternité, il y a un autre truc qui vous. Non. Ça peut être je t'aime un peu. Ah, pas mal ça. Je t'aime un peu beaucoup. Un peu, je t'aime un peu? Oui, bah, alors, beaucoup. Pas mal, pas mal. Bouchou, c'est une marque Monoprix, par contre. Alors là, on vient d'entrer dans 60 Monoprix, mais. Non, mais mon tout seul, ça veut rien dire. Ah, eh oui. Pas tout seul, bon. Donc, voilà la première idée que l'on a, qui est liberté, égalité, fraternité. Donc, celui-là, elle aurait été liberté, égalité, fraternité.
Et donc, c'est trop politique pour des biberons, c'est trop clivant. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui vont dire, mais qu'est-ce que ça vient faire là avec nos enfants? C'est impossible de questionner les consommateurs parce que, vous voyez, les avis sont très différents. Mais il faut quand même aller chercher, sentir si ça rebute tout de suite tout le monde, ou si les gens se disent, je sais pas, peut-être. Là, j'entends dire oui, peut-être, mais non. Bah, bon. C'était un moment je me souviens, c'était un moment très difficile parce que très risqué, parce qu'en même temps, pour décoller, alors qu'on est inconnu du bataillon, il faut taper fort, il faut exister, il faut faire quelque chose qui sorte du petit papillon et des petits nounours et des pandas, et à ce moment-là, on était dans la licorne à tout berzingue. Et là, je me suis fait confiance plus que les sondages. Les mecs, en général, majoritairement les hommes, ils disent non, non, on est politique. C'est-à-dire qu'eux, ils sont tellement combatifs, ils voient liberté, égalité, fraternité que sous l'angle du Front National et du conflit. Il faut que je vous dise quand même que je suis naturalisé français. C'est-à-dire qu'en plus, vous voyez, en général, on est un peu plus chauvin que les autres, à quel point on comprend que la France est une chance, etc. Mais bon, je suis sûr que ça a joué un peu dans la décision. Et je me dis, je me fais confiance, il faut que j'y aille, liberté, égalité, fraternité, ça marche, on va faire d'autres choses à côté. Et à ce moment-là, je me dis peut-être que je suis le farfelu en déni. C'est-à-dire que peut-être, je veux pas entendre, que je suis un peu pas à l'écoute et que… Bon. Mais je décide d'y aller. Et donc, la marque s'appellera Le Biberon Français, la production sera française et ça sera dans les meilleurs matériaux possibles. À ce moment-là, après, c'est fini. Après, on déroule, on n'hésite plus. On ne cherche pas à optimiser les coûts, on ne cherche pas à acheter des matières moins chères, on ne cherche pas à faire un packaging en Chine. On se dit, on va faire tout ce qu'on peut, le mieux qu'on peut. Si je le donnais à mes enfants, quel produit j'aurais voulu acheter? Et j'ai envie de dire qu'il y a peut-être d'autres business models qui sont sur les coûts, sur les machins, mais c'est hyper agréable de travailler sur un produit dont on est fier et que l'on pourrait utiliser pour soi. Parce qu'après, on le défend beaucoup mieux que si on doit défendre un business model un peu vaseux, où on achète moins cher, où on utilise un truc qui n'est pas top, etc. En tout cas, pour moi, ça a très, très bien fonctionné. Et donc, après, il y a d'autres propositions. Monsieur, vous avez gagné le panier. Hein? Là, sur le nom. Et comment vous avez fait pour trouver le nom? Puisque vous aviez été dans Liberté, Égalité, Fraternité, vous avez trouvé le bon nom, parce que ce nom, franchement… Le biberon français? Le biberon français. Alors, nous, on doit d'abord, c'est un nom qui est catchy. Je sais que si je vous le dis une fois, vous allez vous en souvenir. Si je vous dis un nom compliqué, il y a une marque de biberon qui s'appelle Suavinex, il y a des trucs un peu compliqués. S'ils ne martèlent pas la com, avant que ça rentre dans la rétine et dans la mémoire derrière, ça prend plus de temps. Moi, je vous dis le biberon français une fois, je n'ai pas besoin de vous l'écrire sur un papier, vous allez vous en rappeler. Donc, on pense que le nom doit être catchy. Autant sur les noms, je pense que le nom ne veut rien dire seul en lui-même. Il y a des noms de marques qui ne disent rien du tout. Et la communication qui a été derrière les a rendu tellement forte que vous pouvez prendre n'importe quoi et en faire quelque chose. Mais pour démarrer et émerger, quand on est inconnu et qu'on n'a pas des moyens colossaux d'un Nike, d'un Gucci ou de ce que vous voulez, parce que si tu ne penses rien, on pense bien comment est-ce qu'une boîte peut s'appeler Nike, N-I-K-E en France, quoi. C'est juste normalement impossible. Mais c'est ce que l'on fait comme travail derrière de promotion qui peut faire que n'importe quelle marque peut fonctionner. Ça, j'ai pas de doute. Par contre, nous, on se dit, un truc catchy qui surfe sur le Made in France, voilà, ça, j'ai pas hésité. Hein, mais vraiment, l'arborescence, ça s'est fait comme ça. Liberté, égalité, fraternité, le biberon français, on va produire en France. Et donc, on se dit, bon, on va sortir beaucoup passionnément à la folie pour, évidemment, mais très bonne intuition, hein, parce que comme on aime son enfant, on l'aime beaucoup, on l'aime passionnément à la folie, ça marche bien. Et puis surtout, combien de millilitres de lait il a bu aussi. En général, les parents sont très exigeants sur ce genre de sujet. Et puis, on a dit, on va sortir aussi exprès Enjoy French Milk, pour rester dans le côté français, pour faire un message qui n'est pas en français et pour contrebalancer le liberté, égalité, fraternité, pour que jamais on ne soit associé à quelque chose de xénophobe. Que l'on soit aussi un peu ouvert sur le monde et puis pourquoi pas sur l'export. Oui. Quand vous allez vendre dans avec ce nom-là, c'est très français, c'est quand vous vendez à l'international. Ah, vous avez raison. Il y a des pays. Il faut voir. Mais là-dessus, Benjamin va poursuivre, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Made in France a une bonne presse. Dans le monde entier, le rêve de la plupart des gens, c'est de passer au moins un jour dans leur vie à Paris. Pas le samedi alors. Oui, puis pas le premier dimanche du mois. Mais voilà, de porter un nom français, même si les gens le comprennent pas, parfois ça va être plus facile à vendre, notamment aux États-Unis, en Asie, parce que justement il y a tout cet historique de romantisme qui suit derrière. Oui, oui, exactement. Benjamin, oui. Toutes ces démarches-là, l'entreprise n'était pas créée. L'entreprise est créée, mais on ne vend rien. J'ai créé l'entreprise parce que pour développer et pour avoir le crédit d'impôt recherche, pour pouvoir payer les prestataires, etc., il faut quand même les rentrer dans un véhicule où le jour où il y a du chiffre d'affaires, on puisse amortir, récupérer la TVA, etc.
D'ailleurs, au début, j'ai récupéré des chèques de la TVA parce que je faisais que des dépenses, je n'avais pas d'entrée. Et donc, en plus, ça me permettait de récupérer 20% du montant de toutes les dépenses que je faisais à ce moment-là en crédit TVA. Et puis, ça me permettait aussi et surtout de récupérer le crédit impôt recherche. Donc, la société est créée et là, on commence à bosser dans une société, dans une structure. Et du coup, combien de temps? Parce qu'en fait, cette période-là, qui est très importante entre la création de la start-up et la première vente, ça s'appelle la vallée de la mort. Et c'est souvent là où il y a beaucoup de start-upers qui échouent. Et toi, ta vallée de la mort, elle a duré combien de temps? Alors moi, c'était pas la vallée de la mort, c'était le viaduc planétaire de la mort. Parce que, mais moi, mon cas est typique, c'est que je crée la société en 2011-2012 pour le dépôt de brevets, pour pouvoir amortir les coûts. Mais à ce moment-là, je n'engage quasiment rien comme frais. Je fais les dépôts de brevets, je fais les élèves des arts et métiers. Là, donc, jusqu'au moment où j'ai le brevet, je n'ai pas dépensé énormément d'argent et une partie, je l'ai récupérée. Donc, la société, elle est restée comme ça, juste à payer des annuités de brevets, c'est tout. Mais quand je décide à un moment d'y retourner, c'est-à-dire entre le moment où je décide de payer le bureau d'études, de rentrer en production, etc., il se passe quasiment 1 an et demi, quasiment 2 ans. Un an et demi opérationnel sûr entre le moment où je commence à dépenser big time et où on va commencer à produire, à vendre les premiers biberons. On a commencé à vendre les premiers biberons le 21 juin 2017 chez Colette à Paris, qui était le concept store le plus branchouille de France et du monde, qui n'existe plus, mais première vente 21 juillet 2017 et avant, on a quasiment commencé en janvier 2016, quoi. Ah oui, il faut... Ça casse un peu le mythe du start-upper qui réussit comme ça tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de discours là-dessus. Moi, je vois beaucoup de porteurs de projets qui se disent on va faire fortune demain, mais en fait, ils ne se rendent pas compte qu'il va y avoir une étape de passage à vide et qu'il va falloir avoir les reins solides. Alors moi, en même temps, je n'ai pas quitté ma boîte à ce moment-là, c'est-à-dire que je travaillais une partie, en même temps, je travaillais pour la boîte pour laquelle j'étais. À ce moment-là, je ne décide pas complètement de tout abandonner, mais à ce moment-là, je bosse le soir, le week-end. Ça aussi, c'est un autre truc auquel il faut être préparé, c'est qu'il va y avoir, si vous vous lancez, beaucoup d'heures de boulot. Alors ensuite vient la décision du packaging. Et donc, ça paraît anodin, mais le packaging, c'est quasiment aussi important que le produit lui-même. Et je me dis, mais comment est-ce qu'on va faire du packaging? Est-ce que je vais faire une boîte toute blanche médicalisée comme ce qui existe? Et encore une fois, on se dit non. Encore une fois, il faut, comme mademoiselle a dit, il faut essayer de brander le truc et de faire autre chose. Alors là, je vais voir une école de packaging, ça existe. Et aussi, je leur dis, est-ce que vous voulez faire un petit concours? Ils disent, mais super, on adore votre produit, on va vous bombarder d'idées. Ils me bombardent de tas d'idées. Une super belle boîte en bois qui s'ouvre, je ne sais plus trop comment, un sachet où on peut mettre les 3 biberons, une boîte avec la tête et le corps qui change. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour que ça soit aussi un jeu. Comme il y a le côté imbriqué. Vous voyez ce truc où on tourne la tête. Bon. Ils me proposent, parce qu'on a le biberon français comme logo, mais on a aussi le BF comme logo. Il faut savoir que le biberon français, c'est très difficile à protéger parce que quand on vend des biberons et qu'on appelle ça le biberon français, la protection est très, très compliquée. On peut protéger le design, etc. Donc, ce qui est le plus robuste chez nous aujourd'hui, c'est ça. Et on communique sur les deux choses. Il me propose une boîte hyper sympa qui après se déplie ou je ne sais plus trop quoi. On peut mettre une lampe à l'intérieur et ça vous envoie dans la pièce. C'est-à-dire que le packaging devient un objet aussi que l'on achète. Ils me sortent une super belle boîte, l'élégance à la française, etc. Donc, des super idées qui fusent un peu tous les sens. Et quand on commence à rentrer dans les coûts de production de ces choses-là, on est dans des montants qui font que le biberon il sera vendu à 38 €. Quoi. Donc, des bonnes idées, ça, c'est une super source d'inspiration. Et dans la réalité, ça ne donne pas grand-chose. Celui-là, il a un peu morflé. Hein. Je suis désolé, c'est beaucoup plus beau que ça. C'est beaucoup plus beau. Mais aujourd'hui, voilà à quoi ressemblent nos packaging. Alors, ensuite, je me dis, quand et comment communiquer? Je ne suis pas encore en production définitive. Je commence à lancer les moules, etc. Et je me dis, est-ce que j'attends d'avoir les produits en main, dans le packaging, etc. Ou est-ce que je commence à communiquer à partir du moment où j'ai des protos à peu près présentables? En sachant qu'entre le moment du proto et puis, je voulais communiquer avant les élections présidentielles. Le biberon français aurait pu peut-être buzzer à ce moment-là, ça aurait pu devenir un enjeu de la production française à la Montebourg, etc. Donc, j'ai envie de communiquer un peu avant. Donc, à votre avis, quel est le meilleur moment pour communiquer? Encore une fois, ce n'est pas une équation, il n'y a pas des réponses justes ou fausses, mais pour communiquer sur une marque, est-ce que quand le produit est lancé ou avant que le produit soit lancé? Avant? Combien de temps avant?
du délai de publication des journaux. Alors là, vous touchez un point extraordinaire, d'autant plus que j'ai lu mon communiqué de presse aujourd'hui, qui m'a encore engueulé. Elle m'a dit, Benjamin, tu oublies que nous, on a quasiment 4 à 6 mois de décalage. Les nanas, les rédactrices en chef de tous les grands magazines, elles vont travailler au mois de mai la collection de la rentrée. C'est-à-dire que les marques sont en train de proposer des choses autour de la rentrée au mois de mai. Et donc, il faut être drôlement en avance de phase si on veut être dans le Marie-Claire spécial enfant, si on veut être dans tous ces trucs-là. Donc, la presse a un temps pour communiquer qui est hyper long par rapport à ce qu'une start-up fait. Parce qu'une start-up, c'est demain matin, un nouveau truc, le surlendemain, on se corrige et on se mobilise. Donc, vous avez raison. Si vous pouvez intégrer ça dans le lancement de votre communication, faites-le le plus tôt possible parce que vous pouvez être déçu. Vous pouvez arriver dans un flop de communication parce que vous arrivez dans le trou de la vague. Parce que vous arrivez au moment où ils n'ont pas tous les jours un dossier à préparer pour demain, une petite actualité. Ils préparent les choses très en amont. Donc nous, on a décidé, mais c'est ma personnalité, c'est plus qu'une véritable logique stratégique. Moi, j'avais hâte d'y aller et on y va avec des protos. Et je montre des protos qui ne sont pas hyper beaux à ce moment-là et des protos que l'on a fait avec des étiquettes. Donc, le marquage n'existe pas vraiment sur les produits. Et pour faire les photos pour la presse, on a arraché les étiquettes, on a collé d'autres, on a fait des photos, on a arraché. Et tout ça, on a dû le faire en une semaine parce que j'ai rencontré la communiqué de presse l'attachée de presse après laquelle j'ai couru pendant des mois. Finalement, elle m'a dit, ton truc, c'est du lifestyle, je le prends, amène-moi la semaine prochaine des protos. On a été jusqu'à Strasbourg faire des protos, ils se sont plantés, on a dû aller à Marcoussis en chercher d'autres, on a fait des autocollants qu'on a fait venir de Belgique. Je veux dire que la start-up, c'est un marathon de sprint. C'est-à-dire que tous les jours, il y a un sprint, il faut tenir un sprint tous les jours. Donc ça aussi, il faut être un peu mentalement préparé. Donc nous, on a décidé d'y aller très en avant et on a été beaucoup plus tôt que ce que le produit existait, avec un risque, c'est que on peut avoir un temps fort de communication, mais si les gens veulent acheter, il n'y a rien à leur vendre. Donc d'un côté, ça peut créer un peu la désirabilité, mais on est oublié du jour au lendemain aujourd'hui dans la presse papier. C'est-à-dire que autant dans le digital, les trucs peuvent un peu revenir, mais quand on a une parution presse, je sais pas, nous on a eu Madame Figaro par exemple, c'est hyper beau, c'est hyper bien, mais si les gens veulent acheter, c'est un call to action dans la semaine qui suit. Après, il ne se passe plus rien. Donc, c'est quand même aussi difficile. Nous, on a pris le choix, on s'est dit, on va être dans la rétine des consommateurs le plus tôt possible et le plus possible. Et quand on va dégainer, il y aura encore de la presse et de la communication. C'est pas existé quand même si même les Même pas. Non. À ce moment-là, on est en train de ramer un peu après tout. Et du coup, les packaging n'étaient pas prêts à ce moment-là? Non, à ce moment-là, j'ai ça et des protos un peu mieux que ça avec des autocollants. Ça, d'ailleurs, c'est des autocollants. Alors, ce truc-là, c'est un ancien proto qui n'est pas très beau. On a fait des tests de marquage, etc. Mais en gros, c'est un peu amélioré par rapport à ça. D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup relativiser sur ce que l'on lit et ce que l'on voit dans la presse. Parce que dans la presse, on peut voir des produits qui n'existeront jamais, qui ne verront jamais le jour. Parce que la presse n'a pas un rôle, en tout cas la presse qui parle du lifestyle, etc., de vérifier les choses. Donc, vous voyez de temps en temps des produits qui buzzent et qui n'existent pas et qui n'existeront jamais. Bon, nous, on savait qu'on allait les produire. Donc, vous voyez, la qualité du truc n'a un peu rien à voir avec ce qu'on avait au départ. Par une attachée de presse. Je me suis battu. Alors, pas embauché. Nous, on a embauché personne. On n'utilise que des prestataires externes. Parce que c'est souple. Ils font le boulot parce qu'ils ont envie de garder le contrat. Et puis, de temps en temps, et puis surtout, il y a des besoins que l'on n'a pas tout le mois. Donc, prendre des gens et pas avoir besoin de les payer et pas pouvoir les payer parce que ça ne va pas. Donc, nous, on n'a que des prestataires externes. Mais cette attachée de presse, je me suis battu pour l'avoir. J'ai été tapé à ça. Elle ne me répondait pas aux mails, etc. J'ai été dans son immeuble, j'ai sonné, je suis monté, j'ai sonné, je suis rentré. Elle m'a dit, bon, si vous voulez. J'ai dit, écoutez, j'essaie de vous avoir depuis je ne sais pas combien de temps, vous ne me répondez pas. Elle m'a dit, bon, ok, alors, mais elle est sympa en plus. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'il est hyper sollicité. Je dis, bah voilà mes produits. Et je crois que je lui ai montré le digital et ça, et ce qu'on allait faire. Elle a dit, ton truc, c'est de la mode parce qu'elle ne faisait pas d'accessoires. Elle est hyper forte dans les habillements pour bébé. Elle a les marques les plus pointues aujourd'hui pour bébé. Elle a dit, ton truc, c'est mode. C'est pas que technique. On y va. Elle m'a fait confiance. Et puis, elle a senti que si elle faisait pas ça, je ne partais pas de chez elle. Et elle m'a fait un boulot de dingue. Elle a fait un boulot extraordinaire. Mais si on n'a pas les budgets pour l'attacher des prix. Alors, c'est un bon sujet. C'est un bon sujet que vous abordez, c'est les budgets. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas aller dans un projet entrepreneurial d'envergure la fleur au fusil. On ne peut pas tout faire soi-même. Et moi, j'ai fait 80% des trucs tout seul. Le premier salon que j'ai fait en Allemagne,
J'ai acheté 56 tables Ikea, vous savez, des tables Ikea blanches, là, toutes plates. Et pour monter les parois, je les ai montées et scotchées les unes aux autres. J'ai créé un mur entier de tables Ikea parce que c'était plus beau que les trucs en machin. Donc, plus radin que moi pour essayer de se démerder, je ne suis pas radin, mais économe et qui essaie de faire, c'est difficile. Mais à un moment, on n'a rien sans rien. Si on veut communiquer, si on n'a pas une attachée de presse, un minimum, à moins que vous soyez vous dans la presse, que vous ayez des contacts, ça ne marchera pas. Parce qu'une attachée de presse, les nanas qui vont dans son showroom, etc., c'est ses copines. Ça fait des années qu'elles vont chez elles repérer des marques, Jacques Addy, là, ils viennent de prendre Cyrilius, elle travaille avec Huff New York, qui est la marque la plus branchouille aujourd'hui chez les blogueuses. Donc, à un moment, nothing from nothing brings nothing. Franchement, il faut se le dire. À un moment, il faut aussi pouvoir mobiliser. Et une attachée de presse, ça ne coûte rien par rapport à la visibilité, à la communication qu'elle peut vous apporter. Nous, on l'a payé, c'est simple, 900 € par mois. Donc, 900 € par mois pour les. On a eu Madame Figaro, Marie-Claire, Gala, Voici, non pas Voici, Cosmopolitan, alors tous les magazines pour bébés, Le Parisien, des interviews, la visibilité qu'on a eue pour 900 €, le ratio coût, c'est incommensurable. Incommensurable. Ah ouais, je me souviens à qui il fallait vendre, etc. On m'a appelé un jeudi, on m'a dit c'est libéré une place dans un salon dimanche. J'ai pris les meubles de la chambre de mes enfants, j'ai été acheter des trucs chez Ikea, machin, et en une journée et demie, on a créé un stand dans le premier salon alors que je n'avais pas de produits à vendre et que j'avais des protos. Donc, en gros, si vous avez des opportunités, il ne faut pas avoir peur de la peur qui fait peur. De temps en temps, c'est pas grave, il faut y aller. Tant que vous ne faites pas un truc trop moche, tant que vous dégradez pas l'image de votre produit, il ne faut pas se poser des questions trop métaphysiques. Il faut de temps en temps avoir ce petit grain de folie et d'opportunisme qui n'est pas, c'est pas méchant d'avoir de l'opportunisme, hein, c'est pas arrogant, pour se dire, allez, de temps en temps, il faut bousculer des trucs, il faut y aller. Et je décide de faire un lancement et d'inviter les blogueuses, etc. Et je me dis, il n'y a pas mieux aujourd'hui que Colette. Vous connaissiez la boutique Colette à Paris? Ça vous parle? Mesdames, non, peut-être, ça me parle pas. Et je me dis, je vais aller chez Colette. Colette, à ce moment-là, c'est le climax de la branchitude parisienne. Il y a Kanye West qui privatise la boutique pour entrer faire des emplettes. Bon, c'est vraiment le truc de fou, quoi. Et je connais personne, j'envoie des mails, personne ne me répond, etc. Et je me dis, je vais faire l'inauguration chez Colette. Et je vais donc chez Colette à l'époque au sous-sol, il y avait ce qu'on appelle le Water Bar, qui est un restaurant. Et je rencontre le responsable du restaurant et je dis, voilà, je vais faire l'event chez vous, du lancement de la marque. Je reste assez vaseuse sur le fait si c'est présent chez eux, pas chez eux, etc. Évidemment, lui, il est trop content. Il me dit, on peut, parce qu'ils vendent, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Hein, c'est pas entre le repas à midi avec des salades en coton. Donc, ils font des trucs ou ils font des lancements de marques, etc. Et ça me coûte 3000 balles, ou je sais plus, 2000 et quelques balles, le lancement chez Colette, où je fais venir les blogueuses avec le petit déjeuner, etc. Et puis, on se met d'accord, on avance. Et puis, une semaine ou 15 jours après, il me dit, mais moi, je veux bien qu'on fasse le truc, puis on a signé, etc. Mais vos produits ne sont pas vendus chez Colette. Il me dit, bon, je vais aller leur montrer, à leur présenter le truc. Et donc, c'est par le fait qu'on s'était mis d'accord de faire le lancement chez eux qu'ils ont un peu poussé du restaurant Colette à prendre nos produits. Et Colette, elle a pris nos produits. Et donc, on a fait notre lancement là-bas. Et ça nous a donné une visibilité dingue. Parce que Colette, c'était le spot to be pour aller repérer les tendances de demain. Il n'avait jamais vendu de biberon avant. Et donc, il y a une étagère remplie de Colette. Dis-moi si le temps, je déborde parce que je suis un peu bavard. On est 6h28. Hein. Ça va pour les uns et les autres? S'il y en a qui sont… J'accélère un peu ou… J'essaie. Alors, Colette, je vous raconte ce qui s'est passé quand même parce que c'est pas rien. Donc, mon attachée de presse, elle invite des blogueuses, etc., des journalistes. Il y a les journalistes qui viennent et on fait un super truc, on fait un truc de massage, un truc de dédicace. Super. Franchement, ça marche super bien. Je rentre chez moi. Vous vous souvenez, les montagnes russes, je me dis, je suis chez Colette. Si on m'avait dit que je serais chez Colette pour démarrer, j'aurais payé, moi, pour être chez Colette. Moi, j'aurais mis de l'argent pour pouvoir raconter que je suis chez Colette parce que dans le monde du retail, les gens se regardent et quand vous êtes là où il faut être, mine de rien, ça peut aider à être présent dans d'autres endroits. Et d'ailleurs, je suis vite raconté à tout le monde que j'étais chez Colette quand j'envoyais mon mail pour la prospection dans les nouvelles boutiques, etc. Et le soir même, mon attachée de presse, elle m'appelle et me dit, écoute, Benjamin, on a un problème. Il y a une blogueuse qui dit que son biberon a fondu. Voilà. Alors, c'est le premier jour de lancement. On est le 21 juin, c'est le jour de l'été.
il fait beau, il y a la musique dehors, etc. Elle me dit, quel est son numéro? Il me dit, je ne l'ai pas, il faut que tu ailles la voir demain matin. Voilà. Donc, je viens de travailler pendant 1 an et demi, j'ai dépensé plus de 300 000 euros titre perso pour développer les moules, etc. Et le jour du lancement, on m'annonce que les biberons, ils fondent quand on les met dans l'eau bouillante. Autant vous dire que moi, j'ai fondu à ce moment-là sur place, c'est-à-dire que là, j'ai les jambes qui ont tremblé. J'appelle Philippe Julat, le directeur technique, je dis, regarde ce qu'on me dit comme information. Lui, son premier réflexe, il me dit, mais calme-toi, tu sais pas, avec les consommateurs, il faut faire très attention, mais quand même, on se met toute la nuit à bouillir des biberons. Ça, on se dit, mais comment elle a réussi à faire fondre un biberon? On a passé toutes les normes françaises, qui sont les plus dures au monde. Hein. Les normes françaises sont les plus exigeantes pour la puriculture. Et quand on passe les normes françaises, on sait qu'on passera les normes partout. On fait bouillir des biberons toute la nuit, on découvre qu'au bout de 20 minutes, hyper bouilli, le biberon, il peut un peu se déformer comme ça, mais les biberons, il ne peut pas fondre. En tout cas, je me dis, je ne peux pas prendre le risque d'avoir mis sur le marché un produit où peut-être une partie de la production pose problème, etc. J'appelle toute ma famille, je dis c'est simple, vous achetez tout en ligne chez Colette, vous dépouillez Colette. Et la nuit même, on a dépouillé Colette, on a tout racheté. Tout. Colette, elle ne le sait pas, ça. Maintenant, elle doit le savoir. Oui, c'est filmé, désolé. On dépouille Colette, j'envoie mes frères et sœurs acheter sur place les derniers produits qui restent sur l'étagère. En une nuit, on a racheté nos propres produits. Ça coûte du fric quand même. Hein. Tu viens de leur vendre le truc. En plus, Colette, ils nous ont tordu. Normalement, on marche à 2, mais là, on marchait à 1,5, je crois, parce qu'ils nous ont acheté les produits vraiment pas chers. On rachète tout, on déglingue tout chez Colette, et le lendemain matin à 8h30, je suis chez la blogueuse, je lui tape sur la porte, tout, bonjour, alors c'est vous avez un problème, etc. Elle me dit, oui, je suis désolé, mais franchement, je voulais vous le dire. Je dis, c'est vachement sympa parce que c'est une petite aparté. C'est plus intéressant d'avoir des informations de consommateurs qui se plaignent que de ne pas avoir d'informations du tout. Parce que dans les consommateurs, il y en a qui se plaignent et vous apprenez quelque chose d'eux. Soit ils n'ont pas compris, soit il y a un problème sur votre produit, sur votre com, elle a un truc à améliorer. Parce que ceux qui ne se plaignent pas et qui ne vous le disent pas, ils sont perdus. Donc, il faut être hyper à l'écoute et attentif à ceux qui se plaignent parce que c'est d'eux que vous apprendrez le plus. Et il faut être capable de se faire un peu mal, de se péter la faïence et d'entendre ce que disent des consommateurs qui ne sont pas contents, quand il y en a. Et puis surtout, quand vous arrivez à leur répondre et à leur donner une solution, alors là, vous en faites des promoteurs de votre marque incroyables. Moi, j'ai des gens qui m'ont brûlé des biberons dans un truc, qui m'ont dit, je ne sais pas si j'ai mal fait, etc. Je dis, écoutez, pas de problème, envoyez-nous. J'ai renvoyé un biberon, ça m'a coûté l'envoi d'un biberon plutôt que de rentrer dans des mails, des prises de tête, etc. Et la nana derrière, elle a posté je ne sais plus combien de trucs en disant, quel service de qualité, le produit j'adore, mon fils, mon choupi, parce que sur Instagram, c'est que le monde des bisounours, tout est hyper bienveillant. Mon fils, Chouchoupinou, il adore, c'est que ça. Et donc, j'arrive cette nana et je lui dis, montrez-moi le biberon, s'il vous plaît. Elle me sort son biberon et je vois, pas un biberon fondu, moi je m'attendais à un chewing-gum, je vois une petite fente, enfin pas une fente, une petite bosse là, sur le côté du biberon. Ok, déjà, je descends d'un cran moi je voyais un truc, une offre plastique, quoi, un truc post-moderne, complètement déglingué. Je dis, montrez-moi ce que vous avez fait. Elle me dit, mais je crois que quand je l'ai sorti, je l'ai bouillanté, et puis j'ai dû le mettre sur les tondoirs en métal, et je pense qu'il devait être encore chaud, et il a pris la forme. Je dis, merde, c'est quand même, nous, toute la nuit, on a fait bouillir des biberons, on les sort, quand on sort instantanément, ils sont indéformables. Alors, je me dis, merde, il y a peut-être un problème sur la production. Alors je dis, écoutez, est-ce que vous voulez bien me montrer ce que vous avez fait? Enfin, je dis ça avec toutes les précautions du mec qui marche sur les yeux et qui n'a pas beaucoup dormi. Donc, elle me prend une casserole Staub là en fonte, vous voyez, des grosses casseroles, elle la remplit d'eau, elle la met elle allume le gaz, le feu monte, etc. Elle me met un biberon, parce qu'ils sont gros nos biberons, elle en met un deuxième, et le troisième, il ne rentre pas. Elle dit, ah oui, c'est vrai, le troisième, elle me met sur le rebord de la truc en fonte, sur le côté. Alors, je l'ai sauté dans les bras, je l'ai fait enlacer. Elle me dit, ah, je suis désolé, c'est vrai, c'est ce que j'ai fait. Son mari lui dit, mais qu'est-ce que t'es con, qu'est-ce que tu m'as emmerdé? Je dis, mais non, j'avais juste envie de les étrangler tous les deux dans les journaux. Mais ça m'a servi à un truc hyper important, c'est que quand les mauvaises nouvelles arrivent, d'abord, cool head. D'abord, pas de panique à bord tout de suite. Il faut savoir un peu raison garder. Et c'est très difficile quand on est à fond, quand on a investi, quand on s'est automobilisé, de garder la tête froide lorsque le jour de l'inauguration, que vous commencez à vendre des produits chez Colette, le truc, ils font. Et puis, il faut être aussi très à l'écoute des consommateurs et pas les brusquer. Mais la conséquence de quoi, qu'est-ce qui s'est passé du coup? C'est que le lendemain, Colette, elle nous commande, elle me dit sold out. Elle m'écrit un mail, elle écrit rien d'autre. Elle me dit sold out. Elle me repose une commande 3 fois plus importante et elle me met en énorme dans son étagère devant.
Donc ça, on l'a gardé à la tête. Hein. Si un jour, on doit lancer quelque part un truc qu'on n'est pas certain de Comment les notre fonds pour machin, s'acheter. on leur livrera des petites quantités et peut-être que nous entretiendrons les ventes en boostant un peu le... Ne répétez jamais. Je crois qu'il y a des boîtes qui ont déjà fait ça. Donc après, bah, c'est parti, on lance des trucs, on sort Enjoy Delicious Milk, Liberté, Égalité, Fraternité, beaucoup passionnément à la folie. La boutique de l'Élysée nous contacte, pardon, pas l'Élysée, l'Élysée c'est en ce moment, de l'Assemblée nationale nous contacte et nous dit on veut vendre vos biberons, mais rajoutez-nous le macaron de l'Assemblée nationale. Donc on fait un truc spécialement pour eux, c'est vendu chez eux. Des députés précommandent les produits sur catalogue. Donc on a des députés aujourd'hui, on ne sait pas à quoi ils ressemblent, hein. Tous les jours il y a une nouvelle tête, mais nous on ne les connaît pas parce qu'ils sont jeunes, quoi, et donc ils sont à l'âge d'avoir des enfants. Donc on a plein de députés qui utilisent nos produits. Et puis la marque Tartine et Chocolat nous contacte et nous dit on voudrait que vous nous fassiez nos biberons. Alors on a dit mais bien sûr. Donc on a raccroché les wagons avec des gens qui sont beaucoup plus forts que nous, qui ont une bien plus grande image que nous à ce moment-là. Et ça, c'est intéressant en termes de partenariat. On a eu beaucoup de demandes de partenariat. On les a quasiment toutes refusées parce qu'il faut raccrocher la locomotive à des wagons et pas à une autre locomotive qui cherche quelqu'un pour la pousser. Donc, ça, on a dit oui tout de suite. Là, on a eu une demande de la boutique de l'Élysée, mais peut-être qu'après ce qu'on a fait ce week-end, ça va peut-être tomber à l'eau. Et puis, on contacte Soledad Bravi. Peut-être qu'ici, l'auditoire ne connaît pas trop. C'est l'illustratrice du magazine Elle. Et donc, elle cartonne. Elle, toutes les semaines, elle a une page dans Elle. Et c'est une vraie signature, cette fille-là. Et elle nous dessine cette collection, mais qui a cartonné du coup. Et c'est celle que je vous montre là. C'est la signature d'une personne. Là, on vient de signer un partenariat avec Inès de la Fressange, qui va dessiner notre prochaine collection. Parce que du coup, on a des produits qui sont hyper techniques. Je n'ai pas parlé de la techno. Et j'aurais peut-être dû. Parce que vous allez garder en tête que l'essentiel de ces biberons, c'est le côté gigogne. Alors qu'on utilise une matière qui est une des plus chères qui existent au monde aujourd'hui, qui est hyper transparent, c'est hyper résistant, c'est très très léger et surtout, ça ne capte ni l'odeur ni la couleur des aliments. Donc on peut mettre du lait, de la carotte, du chocolat, tout ce que l'on veut. Vous mettez ça au lave-vaisselle, ça sort comme ça. Le marquage ne bouge pas et le biberon ne vieillit pas. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, les consommateurs, ils sont prêts à payer plus, mais pour un produit qui dure et pas un truc qu'ils devront changer dans 3 ou 4 mois. La tétine, c'est une des plus performantes au monde aujourd'hui. Elle nous a mis quasiment 8 mois de développement. Ça a l'air de rien, hein, c'est juste une tétine parce qu'on utilise le brevet du système anticolique le plus performant qui existe sur le marché. Il y a encore d'autres aspects techniques, mais en gros, notre driver, c'est de faire le produit le meilleur possible. On n'a pas voulu juste faire un coup de marketing et de com, on a voulu avoir le produit le plus technique, mais dans notre communication, la première phase, ça a été que la désirabilité du produit. Parce qu'on n'avait pas les reins assez solides pour se bagarrer face à des Avent et d'autres qui, eux, ne parlent que de la technique de leurs produits, qui prennent des pages entières dans les magazines, qui payent des sommes dingues, et nous, on ne peut pas rentrer dans cette course-là. Donc, notre positionnement a été le positionnement dans des belles boutiques, faire des produits les plus techniques possibles. On n'a non seulement pas à rougir, mais on a même eu le prix d'innovation 2018 du magazine Magique Maman qui a dit que les parents qui ont testé les produits, c'était le meilleur produit de l'année 2018 par rapport à tous les concurrents. Donc, on ne rougit en rien, on est même très fiers de nos produits, mais notre acte de communication, dans l'étape numéro 1, ça a été désirabilité. Un packaging différent, des messages différents, une communication différente et un positionnement dans les magasins qui est différent. Donc aujourd'hui, on est dans plus de 400 points de vente. On est dans les concept stores les plus branchés parce qu'on a fait des salons qui vendent bien. On est les seuls au printemps, au Bon Marché, au Galeries Lafayette. Dans plus de 60% des points de vente, on est présent. On est les seuls biberons et c'est la première fois qu'ils vendent des biberons. Donc on est même en train d'ouvrir un petit segment pour cette catégorie de produits. Alors que... Là, tu nous as présenté que le côté France. Oh, attends. Dans les sites marchands, en novembre, on est rentré chez Monoprix autour d'une opération Made in France, qui est un trend hyper fort. Ça nous a beaucoup porté, ces trucs-là. Et là, ils ont tellement bien vendu qu'ils nous rentrent en définitif dans 60 Monoprix, dans les plus gros Monoprix, là où il y a du pouvoir d'achat pour acheter des produits plus chers, qualitatifs. On est chez Babies R Us, on est chez Orchestra, on est chez Natalis. Je ne sais pas si vous connaissez le Petit Souk, c'est un réseau de centre-ville, de magasins. C'est ça. Tiens, je vais vous montrer ça. Bon, pas. Ah oui, parce que j'ai pas de mail ici. Voilà, donc c'était la façon. Alors, on a aussi une chance, c'est que nos produits sont devenus Instagrammables. Donc, il y a un mot pour ça. C'est-à-dire que les mamans, elles ont dit vous êtes le seul biberon Instagrammable. Et donc, on a payé 0 blogueuse aujourd'hui pour publier nos produits. Mais par contre, on en envoie.
Donc, dès qu'on a des mamans qui sont entre 10 000 et 100 000 followers, parfois un peu plus, qui nous disent qui like nos trucs, et choupinou, trop chou, trop cœur, trop machin, on a compris que ça appelle du pied, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on dit, ah, mais si ça vous ferait plaisir de découvrir nos produits, d'en parler à votre communauté, pour nous, ça serait trop sympa, etc. Donc, on patine dans le miel engluant, quoi. Mais c'est comme ça. Et c'est très bien pour une marque, parce que tout est gentil. C'est-à-dire que même si elles pensent des trucs méchants, elles ne le disent pas sur leur propre compte. Donc, aujourd'hui, Instagram et Facebook, c'est hyper intéressant pour envoyer une image positive de votre marque. Et donc, on envoie nos produits, on a fait un joli packaging en bois avec un ruban, etc. Et on envoie ça et on a beaucoup de parutions autour de tout ça. Et puis est arrivé la semaine dernière le premier, et puis je terminerai avec ça, parce que je crois que je vous ai raconté un peu les aventures, les décisions et les hésitations. On est le 1er avril et on a envie de faire une campagne. Et alors, il n'y a plus de teasing parce que j'ai donné quelques éléments et on se dit, on va communiquer autour de Macron qui boit au biberon. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une mauvaise idée? Je vous demande ce que vous en pensez. Ah, mais ça me fait une bonne idée. Bonne idée? Non, c'est pas une bonne idée parce que les gens ils peuvent le faire très mal. J'allais vous embaucher avant, mais là, je suis plus sûr. Tout à fait. Perdu une opportunité jeune. Vous avez raison, de toutes les façons, on ne peut pas prendre une décision qui plaira à tout le monde. Jamais. Il y aura toujours une frange pour laquelle ce n'est pas adapté ou ce n'est pas bien fait, etc. Donc, il faut savoir, quand on lance un produit et qu'on essaie de faire le meilleur produit possible, on a envie que 100% des gens soient contents. Et dès qu'il y en a qui n'est pas content, on a envie de le convaincre. Non, il faut accepter de temps en temps que l'on ne fera pas l'unanimité. Par exemple, quand j'ai voulu lancer ce biberon-là, qui est le 360, tous les gens du métier, sans exception, m'ont dit « ne fais jamais ça, il est trop gros ». Alors, je ne suis pas en train de dire que je suis un fou solitaire avec des convictions incroyables et que je ne suis pas Tesla, quoi. Je ne suis pas Elon Musk. Hein, non, mais vraiment, pas ni de profil, ni dans la réussite. Donc, ce n'est pas le sujet. Mais les gens me disent « non, ne fais pas ça, on n'a jamais vu ça, c'est trop gros, etc. » Mais moi, je n'ai pas le choix parce que pour faire 3 biberons et pour qu'ils s'imbriquent les uns dans les autres, il faut au moins, et on a fait 2 biberons de 210 et un biberon de 360, il faut au moins qu'ils puissent englober ça. Et on est quasiment au rabord du truc. Donc, je n'ai pas le choix et je me dis, bon, bah, tu n'as pas le choix. Je pense que les gens n'ont pas vu, mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas vu que forcément, ça n'a pas sa place. Et on a décidé de faire un biberon 360 et c'est notre best-seller à l'unité. Parce que les gens disaient, mais on n'avait jamais des biberons grands, ça débordait toujours quand on mettait la poudre. Moi, mon fils de 5 ans, il prend encore un biberon le matin. Vous voyez, il n'y a pas de façon méthodologique pour prendre des décisions au vu de ce que l'on vous dit, au vu des lectures, au vu des statistiques, au vu de ce qui existe, etc. De temps en temps, sans devenir complètement foufou, il faut à un moment y aller avec ses propres convictions. Et donc, j'ai arraché en venant, c'est aussi pour ça que je suis un peu en retard, des affiches qu'on a collées toute la nuit de dimanche à lundi. Il y en avait beaucoup dans Paris, peut-être que maintenant vous ferez attention, mais ça, c'est des choses qui sont. Alors, je suis désolé, elle est un peu moche, celle-là. Tu as arraché tes propres affiches. Et elles étaient un peu arrachées, donc je les ai Attends, finies. je vais t'aider. Alors, on en a fait 3 ou 4 différentes, je ne sais pas ce qu'on peut voir là, mais. On a fait des fakes avec Macron, je ne sais pas si ça se voit ou pas. Macron, on voit. Vous voyez ou pas ou ça, Mais par contre, comme on est un peu pétochard, on a écrit ceci est le 1er avril, ceci est un fake. Si on se fait attaquer, parce que ça va peut-être mal se terminer. Voilà, donc, ça va faire du buzz, ça c'est sûr. Ah, mais là, tu ne te rends pas compte de ce qui s'est passé hier. Garde-le, Jeanne, pour ma photo. Ah. C'est pas une photo. Ouais, il est moche, celui-là, je peux t'envoyer. Allez, sur les champs, on a des trucs de 10 mètres sur 5 mètres, à Saint-Germain et tout, on a un truc de dingue. Mais alors, ce qui est drôle, ou pas, on verra, c'est que qu'on a une avec Trump et Macron qui trinquent avec les biberons My Love. On a essayé de. Ah, le 1er avril, si on ne peut pas un peu rigoler et buzzer, c'est quand même un peu dommage. C'est les affiches du 1er avril. Oui. On fait demain. On a déjà décodé. Là, on a une information en exclusivité. Hein. De quoi? Que ton affiche, elle est là que pour le 1er avril. Ouais, bah là, on est déjà les deux. Hein. C'était hier. Hein. Ah, on l'a écrit. Hein. Alors, on a reçu vendredi dernier la confirmation de l'Élysée d'une commande d'une boutique, d'un set pour la boutique de l'Élysée. Et 2 jours plus tard, on le remet dans tout Paris, Macron. Mais on a été très bienveillants. Il n'était pas question de le ridiculiser. Il n'était pas question je sais pas, d'être méchant. On a essayé de faire une communication un peu fun. Et je pense que ça a marché parce que 100% des commentaires qu'on a eu, on a une quantité de reposts incroyable. Ça a explosé dans les réseaux sociaux de nos trucs. Ça a vraiment beaucoup.
Vous pouvez allez regarder sur le compte du biberon français, il y a 2 ou 3 photos qui vont faire, j'espère, rigoler. Alors peut-être que ça va remettre en question la collection de la boutique de l'Élysée. Et faire une publicité de votre produit, tout simplement. Ouais, alors je ne crois pas que les gens auraient regardé autant, parce que là, les gens ne comprenaient pas. Est-ce que c'est Macron qui est en campagne? C'est un fake, mais c'est pas évident que c'est un fake parce qu'on l'a bien fait. Effectivement. Ouais. Et puis du coup, il y a écrit que c'est un fake. Alors pourquoi est-ce qu'on voit Macron? Après, on voit qu'il tient un biberon. Après, on voit qu'il y a écrit French. Et puis, on a rajouté aussi des images de nos biberons qui sont pas du tout, qui sont juste institutionnels. On voit les biberons liberté, égalité, fraternité. Ah, alors, je pense que c'est un bon coup de pub. Ah non, mais que c'est un bon coup de pub, c'est sûr qu'on a fait le coup de pub de l'année, quoi. C'est je sûr. pense que- Je Non, mais regarde sur Instagram, mais c'est bien fait. Ah, t'es gentil. C'est pas fait en mode j'attaque. Ah non, C'est fait non, non. gentiment, c'est sur la rigolade, on reste vraiment sur. On l'a pas mis en string. Non, mais c'est sûr. Dans le respect, pour moi, c'est bien fait, ça devrait passer. Et c'est passé déjà. Alors, par contre, on a travaillé avec une boîte de dessin et ils nous avaient fait on avait fait une tentative avec Brigitte Macron. Et puis moi, j'ai dit, on fera pas Brigitte Macron, alors que c'était une des plus drôles. Parce que s'attaquer à la figure du président, c'est possible en France. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un beau pays. Moquer sa femme, c'est déjà méchant. C'est déjà un autre parti pris. Et nous, donc j'ai dit, on fera pas Brigitte Macron parce que c'est la figure du président qu'on utilise et non pas d'Emmanuel Macron en tant que personne, même si c'est lui qui le porte, hein, et pas du tout de sa femme. Mais bon, après, quand il y a eu les stories les gens ont reposté les stories, les gens pouvaient faire des commentaires et tout le monde a dit, a parlé de Brigitte, tiens mon bébé, ton biberon. Enfin, les gens ont beaucoup commenté autour de tout ça. Voilà, donc en conclusion. Juste avant, Oui. parce que du coup, tu nous as dit que cette matière-là, justement, résiste. Ah ouais. Et la question était, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une tétine, mais s'il n'y avait pas de tétine, par exemple, je vais le conserver, mes enfants ont grandi, je l'ai encore dans la même qualité. Pourquoi pas l'utiliser pour d'autres applications? Alors, on va développer cette année un capuchon gourde, c'est-à-dire que nos biberons ils vieillissent tellement bien. Je ne sais pas si vous avez déjà senti des gourdes de sport en plastique, ça pue. C'est la même chose avec les biberons. C'est poreux, ça garde l'odeur, la couleur, c'est juste insupportable. Et on ne veut pas trop le sentir quand on le donne à ses enfants, mais quand on le sent de sa fouette, et ben nous, nos biberons, ils ne le font pas. Et du coup, le contenant, comme il est grand, et les autres collections, Enjoy, beaucoup, Liberté, font pas très bébé, on va leur développer un capuchon gourde pour que c'est une petite rupture d'usage où quand la maman, elle va au yoga, le grand frère au judo et le papa en vélo, et ben qu'on puisse continuer à utiliser nos produits plus longtemps, qu'ils aient une deuxième vie ultérieure. Ça, c'est le développement de cette année. Même les plus grands de la fratrie peuvent l'utiliser aussi. Ah oui, bien sûr. Ça sera une vraie gourde de sportif, quoi. De nos produits. Je connaissais déjà la réponse parce que j'ai des copines à qui j'ai offert le biberon français. Donc, j'avais un week-end comme ça. Je me dis, j'ai une baby shower. Je cherche. Je voulais des petites peluches. Enfin, je voulais des sets, des petits bodys dans un coffret, etc. Je trouvais rien. Puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais le biberon français. Et donc, j'ai pris ça. Et donc, les copines ont adoré l'idée. Et puis là, elles me disaient, ça ferait bien en gourde, etc. Et là, elles m'ont dit, voilà, quand il sort la version gourde, dis-le nous, parce que le biberon est juste fantastique. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Voilà, donc vous avez vécu un peu avec moi le parcours, avec les hésitations, les décisions, voir ce que c'est aussi que le tempérament d'un entrepreneur, que de temps en temps, il faut y aller, qu'il faut quand même se poser des questions. En gros, dans l'innovation, il faut avoir une colonne vertébrale molle. Je ne sais pas comment dire ça. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut être capable d'être un peu souple, et à la fois, il faut avoir ses propres convictions pour y aller. Parce que tant que le produit ou le service n'existe pas, il n'y a rien d'intellectuel. Il faut à un moment être confronté au marché. Donc, si vous pouvez vous lancer sans brûler toutes vos économies, sans prendre de risques catastrophiques, mais on n'a rien sans rien non plus, j'ai envie de vous dire, vaut mieux vivre, en tout cas avec ma personnalité, vaut mieux vivre avec, est-ce qu'on dit des remords ou des regrets? Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut se lancer, il faut essayer, et puis se dire, tant pis. Puis le plus tôt on démarre, le plus tôt on se lance, le plus tôt on peut se corriger, le plus tôt on peut rebondir et refaire et faire autrement. Et on est tous les deux de la même école et en fait, on a une professeure qui nous dit finalement, plus on prend de risques, plus on a des possibilités de gain. Personne qui ne prend pas de risque va pas réussir à gagner quoi que ce soit. Moi, je vois beaucoup de start-upers parce qu'on accompagne avec Startup World beaucoup de start-upers et souvent, ceux qui décollent pas, c'est ceux qui n'auront pas pris de risque. Sur le moment, il y avait une décision à faire, il y avait un pas à franchir. Eh ben non, on va rester dans sa zone de confort et on va pas y aller. Si tu y vas pas, du coup, tu vendras pas ton produit, tu vas pas te faire connaître, etc. Donc, c'est des moments qui sont assez difficiles parce que souvent, il y a
Il y a des start-upers qui viennent de milieux, en fait, qui ont été employés pendant des années, donc le salaire tombait tous les mois, etc. Là, le coup de racheter tous les biberons, c'est pas que Benjamin qui l'a eu. Il y a eu plusieurs start-upers qui ont eu ce choix-là à faire au bout d'un moment. Voilà, qu'est-ce que je fais, comment je sauve ma production, etc. Et il y en a certains, ils ont dit on n'y va pas, et derrière, bah, c'est catastrophique parce que forcément, bon là, dans ton cas, il y avait une petite erreur, mais dans le cas d'autres start-upers, c'était une grosse erreur, et donc ils n'ont pas fait le mouvement qu'il fallait au bon moment, et donc du coup, ils ont tout planté, alors qu'ils auraient pu justement rebondir en disant, bah voilà, on a géré cette difficulté, on gérera les suivantes. J'ai oublié de dire deux choses. La première, c'est que très vite, je me suis associé à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Cédric Staub, qui est aujourd'hui mon partenaire, et qui était l'ancien directeur commercial France d'Avent. Donc lui, il connaissait très bien l'univers de la vibronnerie. Donc, il faudrait pas, oui, parce que quand je raconte tout ça, on pourrait croire qu'étant complètement extérieur à l'écosystème, j'ai tout fait tout seul et formidable. Non. Moi, je suis celui qui crée les produits, qui est un peu foufou dans les idées, qui pousse un peu les portes là où elles n'ont pas tellement envie de s'ouvrir. Mais à côté de moi, j'ai quelqu'un qui est beaucoup plus structuré, qui connaît le retail, qui connaît les relations avec Monoprix, avec Galeries Lafayette, avec tous ces trucs-là. Donc, c'est intéressant aussi d'être accompagné ou même s'associer et même donner des parts à quelqu'un si vous êtes persuadé que c'est la bonne personne, parce qu'elle va compléter ce que vous ne savez pas faire, ce que vous n'aimez pas faire. Bon, voilà. Et puis deuxièmement, c'est bien d'être aussi avec quelqu'un parce que le ping-pong intellectuel, la solitude de l'entrepreneur seul, c'est très, très dur. Et toutes les boîtes que je rencontre et que je connais, c'est le premier sujet qui vient. Elles me disent, toi, Benjamin, vous avez de la chance, vous êtes deux. Moi, je suis toute seule parce que souvent, un univers de femmes dans le monde de la périculture, il y a plein de boîtes qui sont gérées par les femmes. Des boîtes à succès d'ailleurs, certaines sont même plus grosses que nous, qui sont plus anciennes aussi, et elles ont énormément de mal seules à vivre leur projet tout seul. Donc s'entourer, trouver les bons partenaires. Il ne faut pas être une armée de Mexicains, parce que la décision est plus difficile aussi. Il faut être vraiment complémentaire. Si on est une armée de Mexicains, parce que nous on a plus de 110 personnes à travailler pour Startup, il faut vraiment avoir une hiérarchie de décision. Donc, voilà. Il m'a contacté sur LinkedIn, vous connaissez. Il en avait marre de là où il en était. Il disait, j'ai envie de faire un truc désirable. Je vois que tu l'as fait. Moi, je suis devenu un exécutant dans ma boîte. On a tous les deux 45 ans aujourd'hui, donc c'est clairement notre crise de la quarantaine. C'est-à-dire qu'il fallait redonner du sens dans ce qu'on voulait faire. Non, mais on le sait, on le sentait. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça fait du sens? Machin. Donc, clairement, c'était sa crise de la quarantaine. Il m'a contacté. Je cherchais à ce que j'avais déjà mûri complètement en tête le fait que si j'avais un partenaire, on s'est mis à bosser directement ensemble. Lui, il a quitté sa boîte, rupture conventionnelle, il n'a pas pesé en tant que salaire parce qu'il avait machin, et puis je lui ai filé des parts de la boîte. Non, on m'a contacté comme ça. Alors, le monde du startup, vous allez rencontrer 1000 personnes qui sont en dehors de ce que vous avez rencontré jusqu'à présent. Il y a énormément de gens formidables parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui partagent un peu cette envie de faire, etc. Il y a aussi des gens qui vous font perdre un temps fou, qui vont raconter des salades, qui vont vous promettre des trucs. On discutait, nous, pour la Chine. Là, on a un très gros distributeur chinois. C'est même notre plus gros client. On a des volumes étonnants pour nous. On est même en train de produire quasiment que pour lui en ce moment. Mais avant lui, il y a un mec qui nous a fait perdre 8 mois. Et tu vas voir, et préparez-vous à préparer les propres produits pour concurrencer votre propre marque. Parce que la Chine, dès que vous allez rentrer, il va falloir sortir une gamme numéro 2. Et est-ce que vous avez l'usine qui est prête à livrer des bateaux entiers? Le mec, mais quand tu sors d'un rendez-vous comme ça, et que tu gardes la carte de visite du mec, et que c'est un de nos plus gros importateurs de bouteilles d'eau, de je ne sais plus trop quoi, tu te dis, mais ça y est, c'est comme j'étais rentré du salon la première fois, mais ça y est, et la fête. Donc maintenant, on s'enthousiasme. On est content quand on a des bonnes nouvelles, quand on a des bonnes pistes, c'est bien, mais on ne perd plus la boule, on dit, OK, quand on aura un contrat, un papier, un machin, on relance, on reste courtois. Les nombres de gens qui te disent, qui te racontent, qui te promettent, qui te machin, c'est légion. Mais là-dedans aussi, comme il faut parler à tout le monde, parce que le quelques pourcentage qui décolle, parfois, ça peut t'emmener jusqu'à la vie. Et tu disais tout à l'heure sur le salariat, et ça, c'est hyper important. Moi, j'ai vu pas mal de gens qui sont dans le start-up, être trop longtemps salarié, ça sclérose énormément sur la capacité de toucher à tout, y compris à la merde. Parce que quand on est… là, moi, dimanche, je ne dois plus faire ça. J'ai collé toute la nuit des affiches avec le colleur d'affiches. Normalement, tu as envie d'aller dormir, quoi. Tu ne fais plus ce genre de truc. Les usines, j'ai été je ne sais pas combien de fois pour m'engueuler avec le mec parce qu'ils se sont trompés sur un machin. L'imprimeur qui s'est trompé dans la couleur des modes d'emploi alors qu'on y avait tout envoyé bien comme il faut. C'est-à-dire que quand on est dans la start-up, il faut accepter de redescendre à l'échelon le plus basique de ce que pourrait faire un salarié dans cette entreprise, et ça doit être vous
au début. Je pense que c'est salutaire pour l'avenir parce que vous garderez toujours du respect pour les gens qui travailleront pour vous, parce que vous rappellerez que vous avez touché cet échelon-là à un moment. Mais au début, comme à moins que vous fassiez une levée de fonds au départ, il faut être capable de mettre les mains dans tout. Et si vous avez rechigné, c'est pas pour moi, vous aviez l'habitude de donner des ordres et que j'ai envoyé un mail. Voilà, le truc que j'entendais, c'est j'ai envoyé un mail. Parce avant Cédric, j'avais un type avec lequel je lançais. Et moi, je lui ai envoyé un mail. Donc, en gros, moi, j'ai fait ma part du job. Être entrepreneur, c'est pas envoyer des mails, c'est obtenir des résultats, ce mail. Et donc, c'est rappeler 14 fois, c'est retourner voir sur place, c'est monter, taper à la porte et lui rentrer chez l'attaché de presse et lui dire alors, quand est-ce qu'on bosse ensemble? Donc, il faut être capable de mettre les mains dans le dur et dans tous les domaines. Et s'il y a des domaines dans lesquels vous n'êtes pas capable de mettre les mains dans le dur, trouvez les gens avec vous qui seront capables de mettre les mains dans le dur. Et là, j'arrête parce que je crois que j'étais assez bavard. Et je vous remercie pour votre attention. Merci en tout cas, Benjamin. Vous avez peut-être des questions? Ah oui, s'il y en a, avec plaisir. Au final, maintenant, je sais pas c'est combien de temps depuis On est commercialisé depuis juin 2017. Et du coup, est-ce que c'est vraiment le côté gigogne qui fait que les gens achètent? Pas du tout. Et d'ailleurs, c'est la dernière chose dont on parle. Parce que moi, aujourd'hui, le côté gigogne, j'ai peur qu'il le rende gadget et cadeau. On a 20% des gens qui offrent nos produits. Donc ça, c'est nouveau dans cette catégorie. Mais aujourd'hui, nous, on essaye même de pousser au maximum la vente des produits à l'unité. Là, on va rentrer dans beaucoup de pharmacies d'un coup. On ne leur vend pas de set, on leur vend de l'unitaire. Parce que chez le pharmacien, ce qui compte, c'est le côté technique du produit. Et la pharmacie, on pense que c'est un relais énorme de croissance en France. La France, pour nous, c'est notre marché flagship. Donc, on est vendu que dans les concept stores et dans les beaux endroits. On a refusé Auchan, Carrefour, Cora, BB9, autour de bébé. On a refusé les enseignes dont l'image n'est pas très bonne parce que le chiffre à l'export aujourd'hui est en train d'exploser et on pense qu'il explose aussi parce qu'à l'étranger, on regarde ce que nous avons fait en France. Donc, on préfère y aller plus doucement en France. La pharmacie ne dégrade pas notre image. Au contraire, elle lui rajoute la caution médicale, mais aller un peu partout pour vendre. C'est ça la difficulté au début. Il y a besoin de trésor. Donc, au début, un mec qui vient te dire « je te vends », t'en dis « oui, oui, je vais te vendre ». Mais on peut très vite tuer le positionnement d'une marque. Et comme nous, on se veut premium abordable, on ne peut pas se le permettre. Quand vous repérez vos produits pour commercialiser vos produits, vous contactez quelle personne dans ces sociétés? Voilà, c'est à la one again, hein. On cherche le contact dans le mail, on passe un coup de téléphone. Sur Instagram, là, cette semaine, j'ai fait un test. J'ai écrit sur Instagram « boutique enfant ». Je suis tombé sur quelques magasins. J'ai envoyé 10 mails, 3 boutiques ont répondu, 3 commandes. Donc, ah non, il n'y a pas de méthodologie, il faut y aller à la one again. Pardon, juste je termine. Par contre, il y a un truc que vous pouvez faire, c'est si vous avez un produit similaire à celui que vous voulez lancer, allez sur leur site internet, regardez s'ils ont des revendeurs et forcément, ces gens-là sont à l'affût de nouveautés et pourront peut-être intéressés par un produit similaire au vôtre. Et la majorité des marques comme nous, on a un store locator. C'est-à-dire que vous pouvez aller chez nous. Là, il n'est pas à jour, on est à, je sais pas, ça va trop vite pour nous, on n'est pas très fort en digital. Vous pouvez regarder une marque, vous regardez tous les points de vente, vous repérez les adresses et puis vous le réécrivez. Nous, on n'a pas de force commerciale qui sillonne la France aujourd'hui, hein, on n'a pas ça. J'ai répondu? Oui, Oui, oui. Non, mais c'était pour savoir s'il y a un département concret. Voilà, quand vous parlez de département, c'est que vous êtes déjà une grosse boîte. Nous, on n'est pas… Ah, chez les gens que l'on contacte, vous voulez dire? Ou chez nous? Non, chez les gens. Ah, pardon. Chez les pharmacies, chez les boutiques. Pharmacie, c'est spécial parce que les pharmacies sont dans des groupements. Et là, on vient de faire des salons de la pharmacie. On parle avec les gros groupements qui, eux, vont distribuer les produits dans la pharmacie. Parce que ça, la pharmacie, c'est très, très spécial. Parce que le pharmacien, il a l'habitude d'être livré 4 fois par jour et que quand il a vendu 2 boîtes de Doliprane, il y a 2 boîtes de Doliprane qui arrivent en livraison. Donc, le pharmacien, lui, il ne peut pas acheter chez nous en direct le réassort parce qu'il ne va pas payer des frais de port pour vendre des biberons quand il a envie d'acheter 2 ou 3. Donc, on est obligé de passer en pharmacie par des répartiteurs qui vont, eux, travailler. Et on a des répartiteurs qui nous ont demandé l'exclusivité de notre marque. Vous voyez, c'est des décisions à prendre. Si on fait l'exclusivité avec un, d'un coup, on va en faire plein, mais si on fait qu'avec lui, peut-être qu'on va rater quelques-unes. En permanence, il y a des questionnements et des interrogations sur la stratégie. C'est une belle histoire, c'est bien envie de se lancer. Mais c'est quoi votre conseil? Quand nous, on est étudiants, on n'a pas l'argent, on ne peut pas investir comme vous avez pu le faire dès le début. C'est quoi votre conseil pour. Est-ce qu'on doit aller démarcher des investisseurs, etc. Est-ce que vous avez des conseils? Alors, nous, on n'est pas passé par les investisseurs, donc je n'ai pas une grosse expérience là-dedans. On a fait 2 concours c'est en cours en ce moment. Donc, on a fait des concours de start-up et on est arrivé 2e sur 60 start-up. Donc, peut-être qu'on va aller jusqu'au bout. En même temps, comme on se développe vite, on se dit est-ce qu'on a vraiment besoin? C'est une période un peu floue pour nous.
est-ce que je peux vous demander dans quel domaine vous voulez vous lancer? Est-ce que c'est un objet? Est-ce que c'est un service? Est-ce que c'est dans le digital? Sans trahir, hein, juste l'environnement. Ouais, c'est plus ça. Attendez, juste une question. C'était pour vous Non, que vous- on a- Non, on mais a parce deux que projets je l'accompagne aussi. Pardon, mais c'était votre projet? Oui, c'est sûr. Ouais. Alors, c'est la dernière fois que c'est quelqu'un ma pose la question. question pour vous. Ah Non, non, c'était ma propre question, mais c'est D'accord. son projet, donc elle sera mieux D'accord. expliquée. C'était pas agressif ce que je disais là. Parce que je veux dire que être entrepreneur et start-upper, surtout si vous n'avez pas de moyens, pas d'argent, etc., il faut se débarrasser de sa timidité. Il faut accepter de prendre 3 bananes dans la tête et puis aller à fond partout, quoi. Parce que sinon, c'est le plus grand ennemi de l'entrepreneur, c'est sa peur d'être mal reçu. Et puis, j'ai vu beaucoup d'exemples. Il ne faut pas avoir peur de demander. Étonnamment, beaucoup de gens répondent favorablement. Alors, quel est le domaine? C'est la livraison à domicile de plantes de Unifem. Livraison à domicile. Donc, c'est-à-dire que votre sujet à vous, ça va plutôt être un sujet logistique. Oui. Ça va être votre focus numéro 1, avant le marketing, avant même les magasins de plantes, etc. J'irai voir des logisticiens, des gens qui sont déjà assez bons, et leur dire, voilà, j'ai un projet de développement autour de ça. La personne ne va pas vous le piquer parce qu'il faut aller voir Jardiland, il faut s'occuper des trucs, il faut commercialiser, il faut faire un site internet, il faut parler aux consommateurs. La personne, elle s'en fout, mais elle va peut-être vous donner le backup essentiel dont vous avez besoin, quitte à ce qu'elle vous dise, écoute, je crois en toi, je vais te filer 10, 20, 30, ce dont tu as besoin, mais je vais prendre des parts dans ta boîte. C'est moi qui serai ton logisticien demain. Vas-y avec ça, commence à faire un proof of concept. Et avec ce genre de choses, j'irai plutôt dans une toute petite ville, pour pas être trop vu, pour faire un petit exemple un peu sympa. Alors, je ne sais pas où vous habitez Paris, mais peut-être que vous ferez un bout d'arrondissement, ou peut-être que vous irez en banlieue parisienne à Nogent-sur-Marne pour faire une petite tentative, pour voir comment ça fonctionne. Et puis après, si ça marche, alors là, c'est des gens qui viendront après. Mais avec 0, moi je vous dis, allez, après vos études, bossez au McDo, faites-vous un peu d'économie, et puis commencez à discuter avec les gens qui sont essentiels pour votre projet, et notamment des logisticiens. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, oui, bien sûr. Donc, c'est très important de commencer petit parce que souvent, en fait, c'est la courbe d'apprentissage. Vous allez forcément faire des erreurs. Et si vous commencez trop gros et que vous avez fait l'erreur du débutant, bah, parfois, ça peut être fatal. Donc, commencez petit, voilà, dans un coin reculé, etc., pour faire votre démonstrateur, ce qu'on appelle le proof of concept. Ça permet aussi de dérisquer tout ça et de vous apporter de la crédibilité derrière parce que vous allez forcément vous améliorer. Et peut-être un autre conseil, trouvez-vous en associé partenaire directement. La personne qui est essentielle, c'est le codeur, la personne qui va bosser avec vous pour développer l'appli. Parce que ça coûte cher. Et si tous les cas, il va falloir vous corriger 1000 fois. Votre appli, déjà, entre aujourd'hui et demain, ça ne sera plus la même. Et quand vous allez commencer à mettre les mains dedans, dans le codage, dans le truc, et que vous allez avoir les premiers retours consommateurs, ça va complètement se métamorphoser. Donc, moi, mon profil à moi, et quelqu'un vous dira, ne donne surtout des parts à personne. Mon profil à moi, ça serait plutôt de dire, vaut mieux associer quelqu'un qui va bosser là-dedans à fond, et qui, sur un truc essentiel de ta boîte, va pouvoir le corriger, l'améliorer, le corriger, l'améliorer. Surtout s'il n'a pas de sous. C'est equity pour travail, quoi. Tu vas lui donner des parts pour un travail qu'il va faire pour lequel il ne sera pas payé. Ou en tout cas, il sera payé par le fait qu'il aura des parts et qu'il aura pris des risques avec toi, en espérant que ça explose. Et je te le souhaite. Je me permets de rebondir sur ce que vous avez dit. Bien sûr. Je ne suis pas un prof, hein, c'est mon expérience. C'est important. En fait, dans ce que vous voulez proposer, il y a déjà une offre. Et en livraison à domicile, je pense au bouquet aquarelle, etc., même si ce n'est pas la même chose. Et en fait, les entreprises qui ont déjà réussi sont particulièrement ouvertes aux étudiants et leur livre les chiffres du marché de leur expérience très facilement. À condition que vous n'ayez pas un projet exactement le même. Vous avez déjà vécu tout ça, c'est important pour rentrer d'expérience. Est-ce que vous avez fait de recherche sur l'existant par rapport à votre offre? Ça n'existe pas encore. Exactement ce que je fais dans ce C'est ça. Bah ouais. Il y a combien d'entrepreneurs dans cette salle juste pour savoir un petit peu. Vous voulez échanger sur ce que vous faites, sur les états d'avancement, ou pour l'instant, il y a la paranoïa du début que j'avais moi, donc je la comprendrai tout à fait. Vous voulez échanger peut-être sur ce que vous faites? Je peux dire, si. Ah oui. Et bon, moi, je suis un ancien étudiant.
Donc, je suis revenu sur les bancs de l'école, donc je suis dans l'incubateur en bas. Ça fait un bien fou d'ailleurs, hein, ça. C'est génial, vraiment c'est génial. Et on a lancé notre concept il y a 2 ans, enfin l'idée en tout cas, et on commence tout juste à la commercialiser. Donc là, Il faut du temps, hein. on fait les portes comme tu expliquais tout à l'heure, on frappe aux portes pour avoir les premiers partenaires, les premiers. Voilà, et ça, on s'adresse au site e-commerce pour les aider à lutter à ce qu'on appelle contre l'abandon de panier. Donc, on propose en fait une application de social shopping. Donc l'idée, c'est pour que les mamans qui sont en train d'hésiter entre le biberon à vente et le biberon français puissent le mettre de côté. Demander aux copines justement lequel je prends, pour quelle raison, toi tu vas essayer, etc.